Elle est entrée accidentellement au second mariage de son mari avec leur jumelle, et elle l'a giflé devant tous les invités. Ensuite. Bonjour, ma famille la plus précieuse, profondément respectée et infiniment aimée. Bienvenue de nouveau dans les histoires de Monsieur Peter. Chacun de vous est une bénédiction dans ma vie, et aujourd'hui, alors que nous célébrons 24 000 cœurs unis dans l'amour, je m'incline devant votre loyauté, votre patience et votre foi en moi. Vous n'avez pas seulement suivi une histoire, vous êtes devenu une partie de mon âme. À mes nouveaux membres de la famille, ne partez pas trop tôt. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Laissez votre cœur ressentir ce que des milliers avant vous ont ressenti, quelque chose de rare, quelque chose de réel. Faites-moi confiance, ne serait-ce qu'une fois. À mes anciens guerriers, mes lumières loyales, partagez dans les commentaires à quel point cette famille compte pour vous. Vos mots sont un refuge pour ceux qui viennent d'arriver. N'attendez pas que je le demande. Si ma voix atteint encore votre cœur, si cet amour vit encore entre nous, aimez, commentez et dites avec fierté, je suis là, et je vous promets, du plus profond de mon cœur, que le chapitre 10 sera différent de tout ce que vous avez jamais vu. La fin ne fera pas que vous surprendre. Elle restera avec vous pour toujours. Maintenant, laissez-moi prier pour votre cœur, comme je le fais toujours. Que vos journées soient enveloppées de paix, vos nuits touchées par la bonté, et votre vie entourée de personnes qui voient votre valeur. Que votre cœur trouve toujours de la chaleur, et que l'amour vous rencontre où que vous alliez. Ceci est plus qu'une histoire. C'est une famille. C'est ici que je suis. La lumière du mardi soir filtrait à travers les portes-fenêtres de leur maison de Westchester, projetant de longues ombres sur l'îlot de cuisine en marbre, où Natasha Bigdanstrode arrangeait des roses blanches dans un vase en cristal. Elle fredonnait doucement, la mélodie flottant dans la maison comme une prière de contentement. Dans 30 minutes, Alex franchirait cette porte d'entrée, sa cravate desserrée, son sourire chaleureux portant la promesse d'une autre soirée parfaite. 8 ans de mariage lui avaient enseigné le rythme de ses journées, café noir, sans sucre, chemise repassée avec une précision militaire, un baiser d'au revoir qui durait exactement 3 secondes assez long pour montrer de l'affection, assez bref pour ne pas perturber sa routine matinale. Elle avait chorégraphié sa vie autour de ces petites certitudes, et elles étaient devenues les fondations de son monde. Maman, Grace monopolise encore la PlayStation. La voix d'Emma retentit depuis le salon, suivie par le tonnerre de pieds de 7 ans courant dans le couloir en bois franc. Menteuse, tu l'as eu pendant une éternité, répliqua Grace, la voix montant dans les aigus. Cette note particulière qui signifiait que les larmes étaient imminentes. Natasha sourit, posant la dernière rose. C'étaient les moments qu'elle chérissait le plus, le beau chaos de la vie de famille. Le doux désordre qui signifiait que sa maison était vraiment un foyer. Elle se dirigea vers le salon, ses talons claquant contre le sol dans un rythme staccato devenu aussi familier que son propre battement de cœur. « Mesdemoiselles » dit-elle en apparaissant dans l'encadrement de la porte, les mains sur les hanches, tentant d'avoir l'air sévère malgré le sourire qui tirait sur ses lèvres. « Quelle est la règle sur le partage ?» Les deux filles la regardèrent avec des expressions identiques d'innocence fabriquée. Les yeux verts d'Alex sur le visage de Grace, son propre teint chaud sur les traits d'Emma. Elles étaient les miroirs parfaits de l'amour de leurs parents, la preuve vivante qu'elle et Alex avaient créé quelque chose de beau ensemble. 15 minutes chacune, récitèrent-elles à l'unisson, les mots sortant avec cette voix chantante que les enfants utilisent pour répéter des leçons bien connues. Et depuis combien de temps Grace joue-t-elle ? Emma consulta la montre rose à son poignet avec la gravité d'un juge de la Cour suprême examinant des preuves. 23 minutes. Grace Elizabeth Strode, dit Natasha, utilisant le nom complet de sa fille d'une manière qui signifiait qu'elle était sérieuse. Qu'est-ce qu'on dit ? Les épaules de Grace s'affaissèrent en signe de défaite. Pardon, Emma, c'est ton tour. Elle tendit la manette avec l'élégance dramatique de quelqu'un rendant sa couronne. Merci, ma chérie. Natasha traversa la pièce pour embrasser le sommet de la tête bouclée de Grace. Pourquoi ne m'aides-tu pas à finir de mettre la table ? Papa sera bientôt à la maison, et je veux que tout soit parfait. Parfait. Ce mot était devenu son étoile du Nord. L'objectif qu'elle poursuivait avec une détermination dévouée, repas parfait, maison parfaite, enfant parfait, épouse parfaite. Elle avait bâti leur vie comme une cathédrale, chaque détail planifié et poli jusqu'à ce qu'il brille. Dans la cuisine, Grace se tenait sur son escabeau, plaçant soigneusement les assiettes en porcelaine fine à chaque couvert. Natasha avait fait une folie pour leur 5e anniversaire, du Wedgwood,
avec de délicates fleurs bleues qui lui rappelaient le premier bouquet qu'Alex lui avait offert. Elle passa ses doigts sur le bord d'une assiette, se souvenant de la fierté qu'elle avait ressentie lorsqu'Alex avait hoché la tête en signe d'approbation. « Tu t'es vraiment surpassé, Nat », avait-il dit ce soir-là, sa voix chaude d'appréciation. « Tout a l'air incroyable. » La porte d'entrée s'ouvrit avec un clic, juste au moment où elle finissait d'arranger les serviettes en tissu. 18h32 et exactement 2 minutes plus tard que d'habitude. Natacha ressentit un petit flottement, pas exactement de l'inquiétude, mais une fissure dans le rythme parfait de leur routine. « Papa !» Grace se lança de l'escabeau et courut vers le hall, Emma juste derrière elle. Natacha lissa ses mains sur la robe couleur crème qu'elle avait soigneusement choisie ce matin-là. La couleur préférée d'Alex, une coupe qui mettait en valeur la silhouette qu'elle s'efforçait de maintenir à la salle de sport chaque matin pendant que les filles étaient à l'école. Elle avait passé 1 heure sur sa coiffure et son maquillage, la même routine qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Elle voulait être belle pour lui, toujours. Mais quand Alex apparut dans l'encadrement de la cuisine, les jumelles accrochées à ses bras comme de petites ancres, quelque chose dans son expression lui noua l'estomac. Son sourire semblait forcé, ses yeux distants. Il ressemblait à un homme jouant un rôle qu'il s'était lassé d'interpréter. « Salut », dit-il, la voix plate. Il se dégagea doucement des filles. « Emma, Grace, allez vous laver les mains pour le dîner. » Les jumelles se dispersèrent, leur rire résonnant dans les escaliers. Alex desserra sa cravate, l'arracha presque, et se dirigea vers l'îlot de cuisine sans offrir son baiser de bienvenue habituel. La voix soigneusement enjouée, elle s'avança vers lui, s'attendant au rituel habituel des touchés de bienvenue, mais il recula, créant une distance entre eux. « Il faut qu'on parle. » 4 mots. 4 mots simples qui brisèrent la perfection cristalline de son monde comme une pierre à travers une fenêtre. Elle avait entendu ce ton auparavant dans les films, les livres et les tragédies des autres, mais jamais, jamais dans sa propre cuisine entourée des preuves de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. À propos de quoi? Les mots sortirent plus petits qu'elle ne l'avait voulu. Alex tira l'un des tabourets de bar et s'assit lourdement. Ses mains jointes devant lui comme s'il se préparait à rendre un verdict. À propos de nous. À propos de ce mariage. La pièce s'inclina légèrement et Natacha agrippa le bord du comptoir pour se stabiliser. Quoi à propos de notre mariage? Nat. Il se frotta le visage avec les 2 mains. Un geste qu'elle l'avait vu faire d'innombrables fois quand il était stressé par le travail, mais jamais, jamais quand il parlait d'eux. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui ne marche plus? Sa voix monta dans les aigus, la panique griffant sa gorge. Je ne comprends pas. Tout va bien. Nous allons bien. Non, nous n'allons pas bien. Il leva les yeux vers elle alors, et la platitude dans ses yeux verts, ces yeux dont elle était tombée amoureuse, ces yeux qui lui avaient promis l'éternité, lui fit faiblir les jambes. Je ne suis pas heureux, Nat. Je ne suis pas heureux depuis longtemps. Les mots la frappèrent comme des coups physiques. Pas heureux. Comment pouvait-il ne pas être heureux? Elle avait passé 8 ans à s'assurer qu'il l'était, anticipant ses besoins, créant un foyer qui l'accueillait, élevant ses enfants, soutenant sa carrière. Tout ce qu'elle faisait était conçu pour le rendre heureux. Mais elle commença, puis s'arrêta. Et pouvait-elle dire qu'elle était heureuse? Que leur vie était belle? Qu'ils avaient tout ce dont la plupart des gens rêvaient? Je demande le divorce. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme un gaz toxique. Natacha sentit la pièce tourner, sentit son monde soigneusement construit s'effondrer en poussière et se disperser au vent. Cela ne pouvait pas arriver. C'était leur cuisine, leur maison, leur vie. C'était mardi soir et elle avait préparé son dîner préféré. Et les filles étaient à l'étage en train de se laver les mains et tout était censé être parfait. Alex, s'il te plaît. Sa voix se brisa sur son nom. Quoi que ce soit qui ne va pas, nous pouvons le réparer. Nous pouvons aller voir un conseiller. Nous pouvons. Il n'y a rien à réparer. Sa voix était brutale dans sa certitude. Nat, regarde-toi. Regarde-nous. Tu es devenue ennuyeuse, prévisible. J'ai l'impression d'étouffer. La critique la frappa comme une gifle. Ennuyeuse. Prévisible. Après tout ce qu'elle avait sacrifié, tout ce qu'elle avait abandonné pour être la femme qu'il voulait. C'était sa récompense. J'ai tout abandonné pour toi, chuchota T.L. Ma carrière, mes rêves, tout. J'ai fait de ma vie le but de te rendre heureux.
Et c'est bien ça le problème. Il se leva, ajustant sa veste de costume avec le même mouvement qu'il faisait chaque matin depuis 8 ans. Tu as disparu, Nat. La femme que j'ai épousée avait de la passion, de l'ambition. Tu es devenu ce robot domestique. J'ai besoin de plus que ça. Chaque mot était un couteau, placé précisément pour causer le maximum de dégâts. Elle pensa à la bourse Parsons qu'elle avait refusée, au portfolio de design prenant la poussière dans leur placard, aux rêves qu'elle avait pliés et rangés comme des vêtements d'enfance devenus trop petits. Alex arrêta sa main sur sa cravate, et pendant un instant, quelque chose vacilla sur son visage. De la culpabilité, peut-être, ou du regret. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre, Nat. Tu n'es tout simplement plus assez. Plus maintenant. Pas assez. Les mots résonnèrent dans sa poitrine, creux et dévastateurs. Après 8 ans à essayer d'être tout ce qu'il voulait, elle n'était tout simplement pas assez. À l'étage, les rires des filles flottaient vers le bas comme une musique venue d'un autre monde, un monde où leur père aimait encore leur mère, où leur famille était encore entière, où les dîners du mardi soir avaient encore un sens. Natacha agrippa le comptoir plus fort, ses articulations blanches contre sa peau brune. Et les filles? Elles iront bien. Les enfants sont résilients. Ils parlaient de leurs filles comme s'il s'agissait d'une considération commerciale, un détail mineur à gérer. Mon avocat te contactera pour les arrangements. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la regardant avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Je suis désolé, Nat. Je le suis vraiment, mais je ne peux pas continuer à prétendre que c'est la vie que je veux. Et puis il fut parti, la laissant seule dans leur cuisine parfaite avec le parfum des roses blanches et les ruines de tout ce en quoi elle avait cru. À l'étage, les jumelles appelaient pour le dîner, leur voix brillante d'attente. Natacha ferma les yeux et essaya de se rappeler comment respirer. En l'espace de 10 minutes, elle était devenue une femme qu'elle ne reconnaissait pas, une mère célibataire, une femme divorcée, une femme qui n'était pas assez. Le vase en cristal capta la lumière du soir, projetant des arcs-en-ciel sur le comptoir en marbre. Beau et fragile, tout comme ce qu'elle avait cru permanent dans sa vie. Demain, elle devrait dire à ses filles que leur père partait. Demain, elle devrait trouver comment survivre. Mais ce soir, elle devait faire semblant que le dîner était toujours important, que leur routine comptait toujours, que le monde ne venait pas de s'arrêter dans leur cuisine parfaite par un mardi soir d'octobre. Chapitre 2, les blessures les plus profondes. 6 mois plus tard, Natacha se tenait dans la salle de bain exiguë de leur nouvel appartement, fixant son reflet dans le miroir fissuré. La lumière fluorescente vacillait, projetant des ombres dures sous des yeux qui avaient autrefois brillé d'espoir. L'appartement était bien loin de leur maison de Westchester. 2 chambres, des murs fins, à peine assez d'espace pour une famille recommençant à zéro. C'était ce qu'elle pouvait se permettre avec les $800 qu'Alex avait été condamné par le tribunal à payer en pension alimentaire, de l'argent qui arrivait irrégulièrement, accompagné de leçons sur la responsabilité fiscale. Maman, il n'y a encore pas d'eau chaude, appela Grace depuis le couloir, sa voix petite et déçue. Cela faisait 3 jours depuis leur dernière douche chaude, et Natacha avait repoussé l'appel au propriétaire parce qu'elle savait ce qu'il dirait, réparez-le vous-même ou trouvez un autre endroit où vivre. Je sais, mon bébé, utilise les lingettes humides pour l'instant, d'accord? Je vais trouver une solution. Lingettes humides et eau froide. C'était ce que leur vie était devenue. Natacha pressa ses paumes contre l'évier fissuré et tenta de rassembler l'énergie pour un autre jour de survie. Dans 3 heures, elle devait être à l'immeuble de bureau du centre-ville pour son travail de nettoyage de nuit. Avant cela, elle devait déposer les filles chez sa voisine, Madame Rodriguez, récupérer son autre uniforme pour son travail de serveuse le week-end, et trouver d'une manière ou d'une autre le temps de faire les ourlets des 3 robes accrochées à la porte de sa chambre. Un travail de retouche qui rapportait $50 supplémentaires quand elle avait de la chance. Le divorce avait été brutal. Les relations d'Alex lui avaient assuré de tout recevoir, tandis que l'avocat commis d'office de Natacha semblait plus intéressé à clore les dossiers qu'à se battre pour ses droits. Madame Strode n'a pas contribué financièrement au mariage, avait plaidé l'avocat d'Alex. Elle n'a aucun historique de travail récent, ayant été hors du marché du travail pendant 8 ans par choix. Le juge avait hoché la tête avec approbation. Une pension alimentaire minimale pour 18 mois, une pension pour enfants à peine adéquate, et une garde qui donnait à Alex un week-end sur 2. Très raisonnable compte tenu de l'emploi du temps professionnel exigeant de M. Strode, avait noté le juge.
Le pire était de regarder ses filles essayer de comprendre pourquoi leur monde s'était effondré. Emma avait commencé à faire des cauchemars. Grace était devenue inhabituellement silencieuse. « Quand est-ce que papa vient nous voir ?» demanda Grace hier. Natacha répondit, bien qu'Alex eût déjà annulé 2 visites ce mois-ci pour des urgences professionnelles. Chaque annulation blessait davantage les filles. Son téléphone vibra avec un SMS d'Alex. « Peux pas prendre les filles ce week-end. Grosse affaire en vue. » Elle répondit, « Elles ont hâte de te voir. » C'est la 3e annulation. Sa réponse, « Certains d'entre nous ont des carrières dont il faut se soucier. Peut-être que si tu t'étais concentré sur la construction de la tienne au lieu de jouer à la dinette, tu comprendrais. » Un autre SMS, « Dis-leur que je ne peux pas faire le dîner mercredi non plus. » Le dîner client s'éternise. Natacha voulait jeter le téléphone contre le mur, hurler jusqu'à ce que sa gorge soit à vif, conduire jusqu'à son loft du centre-ville et le forcer à regarder ce que son abandon faisait à leur fille. Au lieu de cela, elle effaça ses messages et rangea le téléphone. Elle avait appris que s'engager dans sa cruauté ne faisait qu'en inviter davantage. Maman. Emma apparut dans l'encadrement de la porte de la salle de bain, toujours en pyjama. « Je ne trouve pas mon sac à dos bleu. Celui avec l'écusson papillon. Il est chez papa. Tu te souviens, tu l'as laissé là-bas la dernière fois. » Les mots avaient un goût amer dans sa bouche. Le sac à dos bleu était le préféré d'Emma. Un cadeau que Natacha avait économisé pour acheter pour son premier jour de CE1. Maintenant, il était piégé dans le loft d'Alex, avec la moitié de leurs affaires. Des choses qu'il prétendait trop incommodes à rendre. Le visage d'Emma s'affaissa. « On peut l'appeler pour lui demander de la porter ? » « Pas aujourd'hui, mon bébé. On trouvera autre chose. » C'était leur nouvelle réalité. Un flux constant de petites pertes, de minuscules indignités qui s'additionnaient pour former une montagne de douleurs. Les jouets des filles divisés entre 2 foyers, leur sentiment de sécurité brisé. Les promesses de leur mère devenant de plus en plus vides de jour en jour parce qu'elles n'avaient simplement pas les ressources pour les tenir. Natacha aida Emma à se préparer pour l'école, tressant ses cheveux avec des mains stables malgré le tremblement d'épuisement qui parcourait son corps. Elle était restée debout jusqu'à 2 heures du matin pour travailler sur des retouches, plissant les yeux sous la lampe faible parce que l'ampoule du plafond de leur chambre avait grillé et qu'elle ne pouvait pas se permettre de la remplacer avant la semaine prochaine. Au petit déjeuner, Grace poussait ses céréales autour du bol sans manger. « La maman de Britney l'emmène à Disney World pour les vacances de printemps, » dit-elle doucement. Elle a demandé si nous allions quelque part d'amusant. Le cœur de Natacha se serra. Leur projet de vacances de printemps consistait à ce qu'elle prenne des gardes supplémentaires au restaurant pendant que les filles restaient avec Madame Rodriguez. « Peut-être qu'on peut avoir notre propre aventure ici, » dit-elle, forçant la gaieté dans sa voix. « On pourrait faire des marathons de films et construire des forts avec des couvertures. » « Ouais. » Emma s'anima, bien que Natacha pût voir l'effort que cela lui demandait. « Ça pourrait être amusant, pas vrai Grace ?» Grace hocha la tête, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle avait 7 ans et apprenait déjà à gérer sa déception, à prétendre que « moins » était suffisant. Cette connaissance brisait quelque chose à l'intérieur de Natacha chaque jour. Après avoir déposé les filles à l'école, Natacha conduisit jusqu'à son premier travail de la journée, nettoyer des maisons dans le même quartier où elle vivait autrefois. C'était une forme particulière de torture. Travailler dans des maisons qui reflétaient son ancienne vie, voir l'abondance désinvolte qu'elle avait autrefois tenue pour acquise. Des sacs à main de créateurs laissés négligemment sur des comptoirs en marbre, des produits bio remplissant des réfrigérateurs massifs, des photos de familles montrant des sourires de vacances et des traditions festives. Assurez-vous de faire les plaintes dans la chambre principale, instruisit Madame Hartwell, levant à peine les yeux de son tapis de yoga, et faites attention aux rideaux en soie. Ils sont importés. Natacha hocha la tête et sourit, ravalant sa fierté ainsi que l'envie de mentionner qu'elle avait autrefois possédé des rideaux similaires, qu'elle connaissait la différence entre la soie et le polyester, qu'elle n'était pas invisible juste parce qu'elle tenait une serpillière. Le travail était dur pour son corps. 8 ans de confort banlieusard ne l'avaient pas préparée à récurer les sols et à transporter des aspirateurs dans les escaliers. Ses mains, autrefois douces et manucurées, étaient maintenant rugueuses et tachées par les produits chimiques de nettoyage. Son dos lui faisait constamment mal et elle développait une toux persistante due aux vapeurs agressives. Mais le pire arriva à la fin de son service, alors qu'elle chargeait ses fournitures de nettoyage dans sa voiture et entendit un rire familier venant de l'allée voisine. Le rire d'Alex.
chaud et insouciant, d'une manière qu'il n'avait pas été durant les derniers mois de leur mariage. Elle leva les yeux pour le voir marcher vers une BMW argentée, son bras autour d'une femme que Natacha ne reconnaissait pas. Elle était jeune, probablement la mi-vingtaine, avec de longs cheveux blonds et des jambes interminables. Elle portait le genre de tenue décontractée de créateur qui coûtait plus que ce que Natacha gagnait en un mois. Alex souriait à cette femme comme il avait l'habitude de sourire à Natacha. Tout son visage s'illuminait de possibilités et de désirs. Il avait l'air plus jeune, plus heureux, plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. « Alex » appela Madame Hartwell depuis son porche. « Content de vous voir, comment se passe le nouvel endroit ?»« Parfait » répondit Alex. Son bras se resserra autour de la taille de la femme blonde. « Je ne pourrais pas être plus heureux. Je ne pourrais pas être plus heureux. » Alors que ses filles mangeaient des céréales pour le dîner parce que Natacha ne pouvait pas se permettre de faire les courses avant vendredi, alors qu'elle vivait dans un appartement avec une plomberie cassée et des murs fins comme du papier, alors qu'elle pleurait en s'endormant parce que leur père leur manquait. Il ne pourrait pas être plus heureux. Natacha se baissa derrière sa voiture, priant pour qu'il ne la voie pas. L'humiliation d'être surprise dans son uniforme de nettoyage dans ce quartier où elle n'avait plus sa place serait plus qu'elle ne pourrait supporter. Elle attendit d'entendre la BMW s'éloigner avant de s'autoriser à respirer à nouveau. Ce soir-là, après ses gardes de minuit au restaurant, Natacha s'assit à sa petite table de cuisine avec des retouches qui paieraient l'épicerie. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Chaque point signifiait la survie. Tandis qu'elle travaillait, elle se surprit à croquer dans les marges, des dessins rapides qui coulaient sans pensée consciente. Des robes qui parlaient de force, des vestes qui suggéraient une armure, des silhouettes qui chuchotaient l'histoire de femmes qui avaient survécu. Elle avait été une artiste autrefois, avant Alex, avant qu'elle ne se convainque que l'amour signifiait disparaître dans les rêves de quelqu'un d'autre. Les designs semblaient rouillés, mais ils étaient toujours là, attendant qu'elle se souvienne de qui elle était. Pour l'instant, elle n'était qu'une femme essayant de survivre un jour à la fois. Alex l'avait traitée de « pas assez », mais il avait tort. Elle était assez pour ses filles, assez pour survivre à ça, assez pour construire quelque chose de nouveau à partir des décombres. Elle devait juste se rappeler comment. Chapitre 3, l'étincelle s'allume. La découverte survint à 3 heures du matin un mardi, à l'étage exécutif du bâtiment Méridien au centre-ville. Natacha vidait les poubelles quand elle les trouva. Des douzaines de magazines de mode éparpillés sur une table de conférence, Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle ramassait le magazine du dessus. Elle n'avait pas regardé de magazine de mode depuis plus d'1 an. Il ressemblait à des rappels douloureux de rêves abandonnés. Mais ce soir était différent. Quand elle regarda la robe émeraude en couverture, elle ne ressentit pas de perte. Elle ressentit de la faim. Et aussi, sans réfléchir, elle sortit son carnet et commença à esquisser des lignes rapides qui devinrent progressivement plus audacieuses, une veste avec des épaules fortes pour une femme qui avait besoin d'une armure, une robe qui bougeait comme du courage liquide. Ce ne sont pas juste des vêtements, chuchota-t-elle. C'est un équipement de survie. Les designs jaillissaient d'elle comme l'eau d'un barrage rompu. Des années de créativité réprimée canalisées dans des visions de vêtements qui comprenaient la lutte, qui célébraient le genre de beauté venant de l'endurance plutôt que de la simple existence. Elle dessina jusqu'à ce que sa main crampe et que ses yeux brûlent, jusqu'à ce que le chariot de nettoyage rempli de magazines devienne un trésor d'inspiration. Quand son service se termina à 6 heures du matin, Natacha rentra chez elle avec une légèreté dans la poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Elle avait volé 30 minutes à son travail, du temps qu'elle n'avait probablement pas, mais ces 30 minutes lui avaient rappelé quelque chose de crucial. Elle était toujours là, l'artiste, la rêveuse, la femme qui avait cru un jour pouvoir créer de la beauté à partir de rien. « Maman, tu as l'air différente », observa Grace au petit déjeuner, étudiant le visage de Natacha avec l'intensité que seuls les enfants possèdent. « Différente comment ? » Moins triste. La simple vérité la frappa comme une révélation. Elle avait été triste, ensevelie sous la tristesse comme sous la neige, mais pour la première fois depuis des mois, elle ressentait autre chose. Un but, peut-être. Ou de l'espoir. Elle n'était pas sûre de comment l'appeler, mais cela ressemblait à la lumière du soleil. Ce soir-là, après que les filles furent endormies, Natacha étala les croquis sur leur minuscule table de cuisine et regarda vraiment ce qu'elle avait créé. Les designs étaient bruts, non polis, mais ils avaient quelque chose qui manquait à la plupart de la mode, une âme.
C'étaient des vêtements pour des femmes qui cumulaient 3 emplois et trouvaient encore de la beauté dans les petits moments. Pour des mères qui sacrifiaient tout et rêvaient encore de plus, pour des survivantes qui refusaient d'être invisibles. Au cours des semaines suivantes, le dessin devint l'addiction secrète de Natacha. Elle dessinait pendant ses pauses au restaurant, pendant les moments calmes de ses travaux de nettoyage, tard le soir quand l'appartement était silencieux. Elle dessinait sur des serviettes, du papier de reçu, le dos des enveloppes, partout où elle pouvait trouver de l'espace pour les idées qui semblaient se multiplier plus vite qu'elle ne pouvait les capturer. La percée survint 3 mois plus tard, alors que Natacha travaillait dans le quartier des Arts de Riverside, chargeant ses fournitures. Une jeune femme aux cheveux violets s'approcha. « Excusez-moi, mais je crois que vous avez laissé tomber ceci. » Elle tendit l'un des croquis de Natacha, une robe portefeuille avec des détails architecturaux. « Oui, c'est à moi. »« Désolé, ce n'est rien d'important. »« Vous plaisantez ? C'est incroyable. »« Je suis Zara Chen. » Elle tendit la main avec enthousiasme. « Je tiens un blog de mode, Zara Threads, 50 000 abonnés. Je cherche des créateurs qui comprennent que la mode doit servir les vraies femmes. » Ce soir-là, Natacha montra à Zara sa collection de croquis. À chaque dessin, l'excitation de Zara grandissait. Vous comprenez quelque chose que la plupart des designers ne comprennent pas. Que la force et la beauté ne sont pas opposées. Zara ramassa un croquis de blazer. « Quelle est votre histoire ? » Natacha se surprit à tout raconter, le divorce, la lutte, les nuits à coudre des retouches. Elle s'attendait à de la pitié, mais les yeux de Zara ne firent que s'illuminer. « C'est ça. Vous ne dessinez pas depuis la théorie. Vous dessinez depuis les tranchées. » En une semaine, Zara présenta les designs sur son blog, de la survie au style, la créatrice qui comprend les vraies femmes. La réponse fut immédiate. Des commentaires affluèrent de femmes qui se voyaient dans les designs. Des messages arrivaient demandant où acheter ses vêtements, quand ils seraient disponibles. « J'ai besoin de ce blazer pour mon audience de garde, une armure qui ressemble à une tenue d'affaires. La robe portefeuille est exactement ce dont j'ai besoin pour mes entretiens d'embauche. » Le tournant se produisit lorsque Madame Patterson, une cliente de retouche, vit le blog et demanda à Natacha de créer la robe portefeuille pour la remise de diplôme de sa fille. Maria a traversé un divorce difficile, recommençant à 0 à 45 ans. Elle a besoin de quelque chose qui la fasse se sentir puissante. Natacha passa 2 semaines à créer la robe de Maria, versant ses espoirs dans chaque couture. Quand Maria l'essaya, la transformation fut stupéfiante. « Je me sens comme Wonder Woman, » dit Maria, comme si je pouvais commander le respect. « C'est exactement le but, » réalisa Natacha. Maria la porta à la remise des diplômes et envoya une photo après, rayonnante de fierté entourée de ses enfants. 3 des amis de Maria demandèrent les coordonnées du blog de Zara. En un mois, Natacha avait 5 commandes personnalisées. Ce soir-là, Natacha écrivit son premier véritable objectif. « D'ici Noël prochain, je veux assez de commandes pour quitter au moins un emploi. » Cela semblait impossible. Mais en regardant autour d'elle ce qu'elle avait déjà bâti à partir de rien, impossible pourrait bien être juste un autre mot pour inévitable. Chapitre 4 – Renaître de ses cendres. 3 ans après le divorce, Natacha se tenait devant une étroite vitrine dans le quartier des Arts de Riverside, les clés tremblant dans sa main. Le panneau « À louer » avait été retiré ce matin-là, remplacé par une simple pancarte indiquant « Phoenix Rising, ouverture prochaine ». Son cœur martelait ses côtes alors qu'elle glissait la clé dans la serrure, le clic métallique résonnant dans l'espace vide comme une déclaration d'indépendance. La boutique était petite, à peine 75 mètres carrés. Mais c'était la sienne. Chaque centimètre carré payé avec des salaires de ménage économisés, des frais de retouche le week-end, et le revenu croissant de ses créations sur mesure. Elle avait trouvé l'espace il y a 6 mois, était tombée amoureuse de ses murs de briques apparentes et de ses grandes fenêtres avant qui inondaient l'intérieur de lumière naturelle, et avait passé chaque jour depuis à travailler vers ce moment. Maman, c'est parfait. Emma, maintenant âgée de 10 ans, se précipita à travers l'espace avec l'enthousiasme que seuls les enfants possèdent pour les nouvelles aventures. Elle pressa son visage contre la fenêtre arrière qui donnait sur une petite cour où d'autres artistes et entrepreneurs avaient installé des studios. Grace, plus prudente comme sa mère, traça ses doigts le long des murs de briques. « On se sent comme à la maison, » dit-elle doucement. Et Natacha sentit les larmes lui piquer les yeux. La maison. Elles avaient vécu dans 3 appartements différents au cours des 3 dernières années,
chacun légèrement meilleur que le précédent à mesure que les revenus de Natacha augmentaient, mais aucun d'eux n'avait semblé permanent. Cet espace, cependant, ressemblait à quelque chose sur lequel elle pouvait bâtir. « Où mettras-tu les robes » demanda Grace, visualisant déjà la transformation. Natacha sortit le plan d'étage soigneusement dessiné qu'elle peaufinait depuis des mois. Les robes sur le mur de droite, les blazers et les vestes ici au centre, les accessoires près de la fenêtre, et là-bas, elle pointa le coin arrière, une petite zone d'essayage où les femmes peuvent essayer des choses et se sentir belles. Le plan était en préparation depuis 3 ans. Ce qui avait commencé comme des croquis dans les marges de magazines avait évolué vers une entreprise de design sur mesure florissante avec une liste d'attente s'étendant sur 2 mois. Le blog de Zara avait mené à des articles dans des magazines de style de vie locaux, ce qui avait attiré l'attention de femmes d'affaires prospères qui appréciaient les vêtements conçus pour leur vie réelle. Le docteur Jennifer Walsh, une avocate éminente, était devenue l'une des plus ferventes défenseurs de Natacha après avoir porté un blazer Phoenix Rising pour clore une affaire majeure. « Je ne me suis jamais sentie aussi confiante dans un tribunal », avait-elle dit à ses collègues, entraînant un flot de commandes d'autres femmes professionnelles. Sarah Kim, une cadre de la tech, portait les créations de Natacha aux réunions du conseil et aux conférences de l'industrie. « Ces vêtements comprennent que j'ai besoin d'avoir l'air autoritaire sans sacrifier ma féminité », avait-elle écrit dans son témoignage. Chaque cliente satisfaite devenait une ambassadrice, répandant le mot sur la créatrice qui créait des vêtements pour les femmes qui étaient sérieuses, littéralement et figurativement. Le parcours financier jusqu'à ce moment avait été un cours magistral de sacrifice et de planification stratégique. Natacha avait tenu des registres méticuleux de chaque centime gagné et dépensé, regardant ses économies croître avec la patience de quelqu'un qui avait appris que la sécurité ne pouvait être tenue pour acquise. Elle avait pu quitter son emploi de nettoyage de nuit il y a 8 mois lorsque ses revenus de design sur mesure avaient atteint un niveau durable. Bien qu'elle fît encore du service le week-end et prit des travaux de retouche pour constituer son fonds d'entreprise, chaque dollar économisé était allé vers ce rêve. Premier mois de loyer, dernier mois, dépôt de garantie, coût de rénovation de base, stock initial de tissus et fournitures, permis, assurance et un petit fonds d'urgence. La rénovation avait été un travail d'amour réalisé principalement par Natacha elle-même avec l'aide d'autres artistes de l'immeuble. Miguel, qui dirigeait un atelier de poterie à côté, l'avait aidé à installer l'éclairage sur rail. Carmen, une photographe de l'étage supérieur, avait conseillé sur les meilleurs angles pour mettre en valeur les vêtements. La petite communauté de créatifs de l'immeuble avait embrassé sa vision, comprenant que son succès contribuerait à la réputation de tout le quartier. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu l'as fait », dit Zara, arrivant avec une bouteille de champagne et un appareil photo pour documenter le moment. Au cours des 3 dernières années, Zara était devenue plus qu'une amie blogueuse. Elle était devenue la partenaire commerciale de Natacha, gérant le marketing et les réseaux sociaux pendant que Natacha se concentrait sur le design et la production. « Je n'arrive pas à y croire non plus », admit Natacha, regardant autour de l'espace qui abriterait bientôt l'œuvre de sa vie. « Il y a 3 ans, je récurais des soldes dans des immeubles de bureaux. Maintenant, je suis sur le point d'ouvrir ma propre boutique. » « Pas n'importe quelle boutique », corrigea Zara en installant son appareil photo. « Une boutique avec une liste d'attente de clients avant même son ouverture. Une boutique qui est déjà rentable. Une boutique qui va changer la façon dont les femmes pensent au power dressing. » Les chiffres semblaient encore surréalistes pour Natacha. Rien qu'au cours de l'année passée, elle avait réalisé plus de 200 pièces sur mesure, chacune tarifée pour refléter la qualité de la construction et l'unicité du design. Sa robe moyenne se vendait $450. Ses blazers $380. Des tenues complètes pour plus de $800. Ce n'étaient pas des prix de fast fashion, mais ses clientes comprenaient qu'elles investissaient dans des pièces qui deviendraient des piliers de leur garde-robe. Plus important encore, elles investissaient dans l'histoire. Chaque pièce Phoenix Rising venait avec une petite carte qui disait « Créée par des femmes qui comprennent la force, portée par des femmes qui l'incarnent ». L'ouverture de la boutique était prévue pour le samedi suivant, avec une soirée de lancement qui avait généré du buzz dans les réseaux de femmes professionnelles de la ville. La liste des invités comprenait des cadres d'entreprise, des entrepreneurs, des avocates, des médecins et d'autres femmes qui appréciaient l'intersection du style et de la substance que Phoenix Rising représentait. « Je suis nerveuse », confessa Natacha à Zara alors qu'elle commençait à déballer le premier arrivage de stock. « Et si personne ne vient ? Et s'ils viennent mais n'achètent rien ? Et si ? Arrête. » Zara posa ses mains sur les épaules de Natacha, la forçant à établir un contact visuel.
Regarde autour de toi. Tu as une liste d'attente de 3 mois pour des pièces sur mesure. Tu as des clientes qui prennent l'avion d'autres villes pour acheter ta collection. Tu as des femmes qui te supplient littéralement de prendre leur argent. La question n'est pas de savoir si cela va réussir. C'est à quelle vitesse tu devras t'agrandir. Comme convoqué par la confiance de Zara, le téléphone de Natacha vibra avec un SMS du Dr Walsh. J'ai vu l'enseigne Phoenix Rising être installée. Puis-je programmer un rendez-vous shopping privé avant l'ouverture officielle? J'ai une conférence majeure la semaine prochaine et j'ai besoin d'une armure. Armure. C'était ce que Natacha voyait comme du style. Les femmes portaient ces créations pour des entretiens d'embauche, des procédures de divorce, des présentations au conseil d'administration et des premiers rendez-vous. C'étaient des vêtements qui chuchotaient « J'ai ma place ici », dans des pièces où les femmes sentaient parfois qu'elles devaient prouver leur valeur. Les quelques jours suivants passèrent dans un flou de préparation. Natacha et les filles travaillèrent côte à côte, créant des présentoirs qui mettaient chaque pièce en valeur. Les robes portefeuilles, toujours son best-seller, étaient arrangées par dégradés de couleurs, créant un arc-en-ciel de bleu marine, bordeaux, vert forêt et charbon. Les blazers pendaient comme des sentinelles le long du mur central, leurs lignes épurées et leurs détails subtils captant la lumière des fenêtres avant. Emma, qui avait hérité de l'œil de sa mère pour le design, suggéra de grouper les pièces par niveau de puissance. Des tenues complètes pour différentes occasions et exigences de confiance. La section guerrière du conseil présentait des blazers pointus associés à des jupes crayons et des bijoux imposants. Confiance premier rendez-vous mettait en avant des pièces plus douces qui projetaient toujours de la force. Commandant du tribunal affichait les pièces les plus structurées de la collection de Natacha. Tu vas être la femme la plus prospère de la ville, déclara Grace vendredi soir alors qu'elle mettait la touche finale au présentoir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Demanda Natacha, ajustant la position d'un présentoir de collier. Parce que tu comprends ce dont les femmes ont vraiment besoin, répondit Grace avec la sagesse d'une jeune fille de 13 ans qui avait vu sa mère passer de victime à vainqueur. Tu comprends ce que ça fait d'avoir besoin d'une armure qui ressemble à une robe. Cette nuit-là, Natacha resta éveillée dans leur appartement, leur 4e depuis le divorce, mais le premier qui semblait vraiment temporaire car elle prévoyait déjà de déménager vers quelque chose de mieux et réfléchit au voyage qui l'avait mené ici. Pas assez. Elle l'avait cru alors, avait intériorisé son évaluation de sa valeur et passé des mois à penser qu'il avait raison. Mais il avait eu tort sur toute la ligne. Elle n'avait pas été, pas assez. Elle avait été supprimée, tamisée, convaincue de se faire plus petite pour entrer dans sa vision de ce qu'une épouse devrait être. La femme qu'il avait rejetée cachait une entrepreneur, une artiste, une femme d'affaires qui comprenait des marchés qu'il n'avait même jamais envisagés. Demain, elle ouvrirait les portes de Phoenix Rising et prouverait définitivement qu'elle n'était pas juste assez. Elle était plus que ce qu'Alex avait jamais imaginé qu'elle pourrait être. Son téléphone vibra avec un dernier message avant de dormir. Hâte d'être à demain. Tu vas tout déchirer. Zara. Suivi immédiatement par un autre. Merde pour demain, Nat. On est tous avec toi. Miguel de la Porte d'à accent grave côté. Et puis un autre. Si fier de toi. Tu te souviens quand tu pensais que tu ne serais jamais rien de plus qu'une femme de ménage. Regarde-toi maintenant. Madame Rodriguez. Son ancienne voisine était devenue une cliente fidèle et une défenseur féroce. Natacha sourit dans l'obscurité, entourée par l'amour et le soutien de gens qui l'avaient vu se reconstruire à partir de rien. Demain apporterait des défis, certainement. Mais ce soir, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années. La certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être. La fille qui avait abandonné ses rêves pour le mariage était partie. La femme qui avait accepté le « pas assez » comme vérité s'était évanouie. À leur place se tenait Natacha Bigdan, créatrice et entrepreneur, créatrice de vêtements qui aidait les femmes à se sentir aussi puissantes qu'elles l'étaient vraiment. Samedi matin, Phoenix Rising ouvrirait ses portes et le monde verrait ce qui arrive quand une femme décide de devenir tout ce qu'elle avait eu peur de rêver pouvoir être. Le phénix s'était en effet levé, et elle ne faisait que commencer. Chapitre 5, Triomphe à la Fashion Week. 7 ans après qu'Alex soit sorti de leur cuisine parfaite, Natacha se tenait en coulisses à la Fashion Week de New York, regardant les mannequins se préparer pour les 20 minutes les plus cruciales de sa vie professionnelle. La collection Phoenix Rising Imbreakable, incassable, était suspendue sur des portants mobiles autour d'elle, 35 pièces racontant l'histoire de chaque femme qui avait été mise à terre et avait choisi de se relever. 5 minutes avant le spectacle,
annonça la coordinatrice de production, sa voix coupant à travers le chaos contrôlé des retouches coiffures et des ajustements de dernière minute. Les mains de Natacha tremblaient légèrement alors qu'elle lissait un pli invisible du look d'ouverture, un blazer structuré bleu nuit avec un matelassage subtil ressemblant à une armure qui captait la lumière comme une cotte de maille. Le vêtement lui avait pris 3 mois à perfectionner, chaque couture représentant des heures d'expérimentation technique et de proportion. « Tu as l'air d'être sur le point de vomir », observa Zara, apparaissant à son coude avec une bouteille d'eau et le calme confiant qui les avait portées toutes les deux à travers 4 années de construction de cet empire ensemble. « C'est possible, admit Natacha. Tu sais combien de personnes sont là-bas ? Anna Wintour est assise au premier rang. L'acheteur de Berdorf a pris l'avion spécifiquement pour ce défilé. Si ça se passe mal. Ça ne se passera pas mal, l'interrompit Zara fermement, parce que cette collection n'est pas juste de la belle mode, c'est de la mode nécessaire. Tu montres des vêtements qui comprennent la vie des vraies femmes et les gens ont faim de cette authenticité. Au fil des années, Zara avait évolué d'amie blogueuse à directrice créative et partenaire commerciale. Elle supervisait désormais le marketing, les relations publiques et la stratégie d'expansion de Phoenix Rising, tandis que Natacha se concentrait sur le design et la production. Ensemble, elles avaient fait passer la marque d'une simple boutique à 5 emplacements dans 3 villes, avec des ventes en ligne atteignant des clientes à l'échelle nationale. Le voyage vers la Fashion Week avait été à la fois stratégique et fortuit. L'année dernière, lorsque la célèbre journaliste de mode Miranda Torres avait porté un tailleur Phoenix Rising pour interviewer la secrétaire au commerce, la photo résultante était devenue virale. Power dressing pour les femmes qui ont vraiment du pouvoir, avait légendé Torres sur Instagram, générant des centaines de milliers de likes et des milliers de nouvelles clientes. L'attention avait mené à des articles dans Vogue, Harper's Bazaar et Elle. Pas seulement comme profil de créateur, mais comme phénomène culturel. L'histoire de Natacha, passant de femme de ménage à entrepreneur de mode, résonnait avec les femmes du monde entier, mais plus important encore, ses vêtements résonnaient avec leurs besoins. En place. Appela la coordinatrice. Les mannequins prirent leur position. Des femmes d'âge et d'ethnies divers, choisies spécifiquement pour représenter l'étendue de la clientèle de Phoenix Rising. Il y avait le docteur Amanda Chen, la chirurgienne de 45 ans devenue avocate de la marque. Maya Rodriguez, la fondatrice de start-up de 28 ans. Janet Williams, la cadre d'entreprise de 52 ans qui portait du Phoenix Rising depuis la 2e année de la boutique. Mais le mannequin d'ouverture était quelqu'un de spécial. Emma, maintenant âgée de 17 ans, et d'un aplomb au-delà de ses années. Elle sortirait dans ce blazer bleu nuit associé à une jupe crayon qui bougeait comme de la confiance liquide, incarnant la prochaine génération de femmes comprenant que la force et le style ne s'excluaient pas mutuellement. Maman. Emma apparut à ses côtés, radieuse dans le look d'ouverture. Je sais que papa regarde probablement ça. À quoi veux-tu que je pense quand je marcherai ? Natacha sentit son cœur se serrer et s'étendre simultanément. Alex avait en effet probablement vu la couverture médiatique de la Fashion Week. C'était impossible à manquer. Chaque grande publication de mode avait présenté les débuts de Phoenix Rising, et l'histoire de la misère à la richesse de Natacha avait été couverte par les magazines d'affaires et les émissions matinales. Pense à tout le chemin que nous avons parcouru, dit Natacha, ajustant le col d'Emma avec la mémoire musculaire d'une mère qui avait habillé sa fille pour d'innombrables premiers jours et occasions spéciales. Pense à quel point je suis fier de toi. Pense à quel point tu devrais être fier de toi-même. 1 minute. La musique commença. Une composition personnalisée. Et la transition commença par une unique note de piano, montant crescendo avec des cordes et des percussions. Natacha avait travaillé avec un compositeur pour créer quelque chose qui correspondait à l'arc émotionnel de la collection, un début vulnérable grandissant vers la puissance, complexe mais jamais surchargé. Emma prit position au rideau et, pendant un instant, Natacha ne vit pas sa fille adolescente accomplie, mais l'enfant de 7 ans qui avait demandé pourquoi papa ne les aimait plus. La même fille qui avait vu sa mère cumuler 3 emplois tout en trouvant le moyen d'être fière de leur petit appartement et de leur trésor déniché en friperie. Elle va être incroyable, chuchota Zara. Le rideau se leva et Emma s'avança sous les projecteurs. L'effet fut électrique. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait grandi en voyant sa mère passer du statut de victime à celui de victorieuse, portant des vêtements conçus pour célébrer exactement ce type de force. Le blazer captait les lumières du podium comme une armure, et la posture d'Emma communiquait tout ce que la marque Phoenix Rising représentait. Puissance, résilience et féminité assumée. La réaction du public fut immédiate.
Pas seulement les applaudissements polis de la Fashion Week, mais une véritable appréciation pour ce qu'ils voyaient. Ce n'était pas la mode en tant que fantasme. C'était la mode en tant qu'émancipation. Mannequin après mannequin, chaque tenue s'appuyait sur la précédente pour raconter une histoire complète. La section « Assurance au tribunal » présentait des tailleurs affûtés dans de riches tons de pierres précieuses. Grâce en salle de conseil, mettait en avant des pièces plus douces qui imposaient tout de même le respect. Élégance guerrière dévoilait les tenues de soirée de la collection, des robes suggérant une armure médiévale tout en conservant une sophistication absolue. Chaque pièce servait un but dans le récit que Natacha avait tissé au cours de cette année passée à comprendre les besoins de ses clientes. Ce n'étaient pas des vêtements à admirer de loin. C'étaient des outils pour des femmes naviguant à travers des défis professionnels et personnels avec style et force. Au milieu du défilé, Natacha repéra le docteur Jennifer Walsh dans le public, l'avocate qui avait été l'une de ses premières clientes professionnelles. Le docteur Walsh était assise à côté de Miranda Torres, les deux femmes hochaient la tête avec appréciation devant des looks qu'elles comprenaient viscéralement. Le final approchait avec une série de pièces maîtresses représentant l'apogée de la collection. Un manteau qui bougeait comme de la confiance liquide, une robe qui murmurait le pouvoir à chaque couture, un blazer qui commandait l'attention sans l'exiger. Et puis, ce fut fini. Le dernier mannequin, le docteur Chen, dans une superbe robe bleu marine à la fois professionnelle et élégante, termina sa marche et prit position. Natacha, 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 scanda l'équipe en coulisses, la poussant vers l'entrée du podium. C'était le moment dont chaque créateur rêvait et qu'il redoutait à parts égales, la marche qui définirait la réception de la collection, les 30 secondes qui pouvaient tout faire basculer. Natacha s'avança sous les lumières, portant l'une de ses propres créations, une combinaison blazer et jupe d'un émeraude profond. Élégance, force présentée comme de la sophistication, le podium s'étendait devant elle comme un pont entre son passé et son avenir. Au bout l'attendaient les personnes les plus influentes de l'industrie de la mode. Leur jugement allait déterminer si Phoenix Rising rejoindrait les rangs des grandes maisons de couture ou resterait une marque de boutique régionale. Mais en marchant, Natacha réalisa qu'elle n'était plus nerveuse. Elle avait déjà remporté la seule victoire qui comptait vraiment. Elle avait bâti quelque chose de significatif à partir de rien, créé une marque qui donnait aux femmes un sentiment de puissance, prouvé qu'elle était capable de plus que quiconque, y compris elle-même, n'avait jamais imaginé. La vague d'applaudissements lorsqu'elle atteignit le bout du podium fut tonitruante. Le public entier était debout, manifestant non pas une appréciation polie, mais un enthousiasme authentique pour ce dont ils avaient été témoins. Ce n'était pas juste un défilé de mode, c'était une déclaration sur ce que la mode pouvait être lorsqu'elle comprenait son but. Au premier rang, Anna Wintour souriait, elle souriait vraiment, tout en prenant des notes. L'acheteuse de Bergdorf était déjà au téléphone, appelant probablement son équipe. Les blogueurs de mode tapaient furieusement sur leur téléphone, et les photographes capturaient chaque instant. Mais la vision qui fit s'envoler le cœur de Natacha était plus simple. Grace, dans le public, les larmes aux yeux, brandissant une pancarte qui disait « C'est ma maman ». Alors que les mannequins la rejoignaient pour le salut final, Natacha ressentit le poids de tout ce qu'elle avait accompli. 7 ans plus tôt, Alex l'avait quittée parce qu'elle n'était pas assez. Ce soir, elle se tenait au sommet d'une industrie qui célébrait l'excellence, ayant bâti une marque qui parlait à des millions de femmes dans le monde entier. L'ovation debout continua pendant ce qui sembla être des heures, mais qui ne fut probablement que quelques minutes. Quand le calme revint enfin, les journalistes se pressèrent avec leurs questions, les acheteurs approchèrent avec des commandes, et les influenceurs demandèrent des rendez-vous. « Madame Bigdan », cria un journaliste, « cette collection est qualifiée de révolutionnaire pour la mode professionnelle féminine. » Qu'est-ce qui a inspiré, indomptable? Natacha réfléchit un instant, puis sourit. Chaque femme à qui l'on a dit qu'elle n'était pas assez bien et qui a décidé de prouver le contraire. Cette collection est pour les femmes qui comprennent que le style et la force ne sont pas opposés. Ce sont des partenaires. Plus tard dans la soirée, lors de l'after-party sur un toit surplombant Manhattan, Natacha se tenait avec ses filles et Zara, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. Les commandes affluaient déjà, non seulement de clientes individuelles, mais de grands détaillants qui voulaient distribuer Phoenix Rising au niveau national. L'acheteur de Nordstrom veut passer commande pour 50 magasins, rapporta Zara en faisant défiler les messages inondant son téléphone. Bergdorf veut une ligne exclusive, et 3 investisseurs différents veulent nous rencontrer pour parler de financement d'expansion. À quoi penses-tu? Demanda Emma, étudiant le visage de sa mère. Natacha considéra la question sérieusement. Il y a 7 ans,
elle nettoyait ces mêmes immeubles, invisibles aux yeux des gens qui célébraient maintenant son succès. La transformation semblait parfois encore surréelle, comme quelque chose arrivait à quelqu'un d'autre. Je pense, dit-elle enfin, que nous ne faisons que commencer. Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Vu la couverture du défilé. Impressionnant. AS, Alex. Après 7 ans de contact minime au-delà des pensions alimentaires, il avait choisi ce soir pour se manifester. Natacha fixa le message un instant, puis l'effaça sans répondre. Son opinion, positive ou négative, n'avait plus aucune importance. Elle avait bâti un empire sans son soutien, atteint un succès au-delà de son imagination, et était devenue une femme qu'il n'avait jamais cru qu'elle pourrait être. La fille qu'il avait rejetée venait de conquérir la Fashion Week, et demain, elle se réveillerait pour conquérir autre chose. Chapitre 6, un empire bâti sur la force. 12 ans après qu'Alex Strode lui eut dit qu'elle n'était pas assez bien, elle contemplait la ville qu'elle avait conquise. Le siège de Phoenix Rising bourdonnait d'activité. Des stylistes esquissaient, des modélistes perfectionnaient des silhouettes, des équipes marketing planifiaient des campagnes mondiales. La vue englobait l'immeuble où elle avait autrefois nettoyé des bureaux à 3 heures du matin, invisible aux cadres qui sollicitaient désormais des réunions avec elle. Elle avait choisi cet emplacement pour sa symbolique. Chaque matin, elle pouvait voir son passé et son avenir en expansion. Natacha, le photographe de Forbes est là pour votre séance de couverture, annonça Marcus. Et le Financial Times veut confirmer votre interview pour la série « Les femmes qui bâtissent des empires ». Couverture de Forbes. C'était même sa 2e fois. L'expression envoya un frisson dans sa poitrine. La première avait eu lieu l'année précédente, au seuil des 50 millions de dollars de revenus. Cette fois, l'histoire se concentrerait sur l'expansion internationale, les ouvertures à Londres, Paris et Tokyo dans les 18 mois. « Dis-leur que je descends tout de suite », répondit-elle, prenant un moment pour apprécier le reflet qui la regardait dans la vitre. La femme qui la regardait en retour ne ressemblait guère à la divorcée brisée qui avait jadis frotté ces mêmes sols. Cette femme portait un blazer Phoenix Rising bordeaux profond, une pièce de sa dernière collection épuisée quelques heures après ses débuts en ligne. Sa coupe au carré lisse évoquait la confiance et la détermination. Sa posture irradiait le genre de pouvoir qui vient du fait d'avoir bâti quelque chose de significatif à partir de rien. À 45 ans, Natacha était devenue exactement ce qu'elle n'avait jamais imaginé, une icône de l'industrie de la mode et un symbole de résilience féminine. Phoenix Rising était passé d'une simple boutique à une marque mondiale avec 73 magasins sur 6 continents. L'influence de la marque s'étendait au-delà de la mode. La fondation Phoenix Rising avait accordé des microcrédits à plus de 3000 femmes lançant leur entreprise, la conférence annuelle était devenue incontournable pour les femmes entrepreneurs. Chaque femme mérite la chance de renaître de n'importe quelle cendre que la vie lui a donnée, avait déclaré Natacha dans sa conférence TED, visionnée plus de 12 millions de fois. Ces filles étaient devenues partie intégrante de l'Empire. Emma, étudiante en commerce à Columbia, était officiellement directrice du développement stratégique. Grace, prenant une année sabbatique pour se concentrer sur la photographie, avait réalisé les couvertures de 3 grands magazines tout en documentant l'expansion de Phoenix Rising. Ma mère m'a appris que la force ne consiste pas à ne jamais tomber, avait écrit Grace dans un post récent devenu viral. C'est se relever et aider d'autres femmes à faire de même. La séance photo de l'après-midi était pour le numéro des femmes les plus puissantes du monde des affaires de Forbes. Pendant une pause, le journaliste l'interrogea sur l'inspiration de la collection de cette saison. L'évolution, répondit Natacha. Chaque collection parle de femmes qui évoluent, deviennent plus fortes, plus confiantes, refusant d'être limitées par les attentes. Cette saison se concentre sur l'idée que le pouvoir prend de nombreuses formes. Parfois, c'est un blazer affûté pour une présentation. Parfois, c'est une robe qui vous fait sentir assez belle pour recommencer à sortir. Parfois, c'est un manteau qui vous aide à vous sentir protégé. Votre histoire est devenue légendaire, poursuivit le journaliste, de femme de ménage à magnate de la mode. Que diriez-vous aux femmes qui se sentent piégées? Je dirais que la personne qui vous a dit que vous n'étiez pas assez bien avait tort, répondit-elle. C'était peut-être un ex-mari, peut-être un patron, peut-être une voix dans votre tête, mais ils avaient tort. Vous avez des capacités que vous n'avez pas encore découvertes. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez bien. C'est de savoir si vous êtes prête à découvrir à quel point vous l'êtes vraiment. Après la séance, Emma l'attendait avec les rapports trimestriels. Vente en ligne en hausse de 43%, l'international.
100 entreprises veulent des garde-robes exécutives personnalisées. L'expression d'Emma changea. Le Wall Street Journal veut faire un reportage sur l'impact de Phoenix Rising sur l'avancement professionnel des femmes. Ils appellent ça « le facteur confiance ». Les entreprises signalent une participation accrue au leadership de la part des femmes portant notre marque. Cela signifie que les femmes qui portent du Phoenix Rising sont plus susceptibles de prendre la parole en réunion, de postuler pour des promotions, de prendre des rôles de direction. Les vêtements changent littéralement les comportements. Alors que le soir tombait, Natacha se prépara à partir pour son Penthouse, un espace avec des baies vitrées du sol au plafond où les filles avaient leur propre studio. Demain apporterait de nouveaux défis et opportunités de prouver que le succès pouvait être bâti sur l'authenticité et le but. Debout près de sa fenêtre, elle ne voyait pas seulement une femme d'affaires prospère, mais une femme qui avait transformé la douleur en objectif, la lutte en force, le rejet en révolution. Alex s'était trompée sur tout. Elle n'avait pas seulement été assez. Elle avait été extraordinaire, attendant le bon moment pour le prouver à elle-même et au monde. Chapitre 7, l'invitation au mariage. L'invitation arriva un mardi matin, élégante et faussement innocente parmi la pile de correspondances professionnelles que Marcus avait disposée sur le bureau de Natacha. Un papier cartonné couleur crème avec un lettrage doré délicat, le genre de papeterie coûteuse qui murmurait « vieille fortune » et planification minutieuse. Natacha faillit la manquer complètement, son attention focalisée sur les rapports trimestriels de leur expansion européenne et les croquis pour la collection de la saison prochaine. Mais quelque chose dans l'écriture familière sur l'enveloppe la fit s'arrêter. Ses doigts tracèrent l'écriture gracieuse qui éplait son nom, la reconnaissance se levant lentement comme un soleil à travers le brouillard. Rebecca Chen. Natacha n'avait pas vu sa colocataire d'université en personne depuis des années, bien qu'elle eusse maintenu ce genre d'amitié distante que permettent les réseaux sociaux, liquant les publications de l'une et l'autre, échangeant de brefs messages d'anniversaire, suivant leur vie de loin. Rebecca était revenue sur la côte il y a 2 ans pour un poste en marketing et renouait doucement avec ses anciens amis de NYU. Leur dernière vraie conversation remontait à l'appel de Rebecca pour la féliciter de la couverture de Forbes, une chaleur sincère dans sa voix alors qu'elle s'émerveillait du chemin parcouru par toutes les deux depuis l'université. Natacha ouvrit l'enveloppe avec la précision méticuleuse qu'elle appliquait désormais à tout dans sa vie, glissant le carton lourd qui annonçait les fiançailles de Rebecca avec une élégance discrète. Rebecca Chen et Alexander S. sollicitent l'honneur de votre présence à leur mariage. Alexander S. Natacha ressentit un léger battement, pas exactement de l'inquiétude, mais de la curiosité. C'était un nom assez courant, certes. Elle avait probablement rencontré une douzaine d'Alexander dans ses relations d'affaires ces dernières années. Pourtant, quelque chose dans la formalité de l'invitation, la façon dont elle réduisait le marié à une initiale, lui parut étrange. Elle retourna l'invitation, cherchant plus de détails. Le mariage était prévu pour le 3e samedi de novembre au Rosewood Country Club dans le Westchester, un lieu exclusif qu'elle reconnaissait des événements caritatifs et des fonctions d'entreprise, le même genre d'endroit où elle et Alex avaient l'habitude d'assister aux fêtes du cabinet pendant leur mariage, à l'époque où elle se contentait de sourire et de faire la conversation pendant qu'ils réseautaient. Une petite carte avait été glissée derrière l'invitation principale, un mot personnel de Rebecca. Écrit dans son style familier et enthousiaste. Natacha, je n'arrive pas à croire que je vais enfin me marier. Je sais que ça fait une éternité qu'on ne sait pas parler correctement, mais tu as été une telle source d'inspiration pour moi au fil des années. Te voir bâtir Phoenix Rising a été incroyable. J'adorerais que tu sois là pour célébrer avec moi. J'épouse l'homme le plus merveilleux, et j'ai hâte que tu le rencontres. C'est un avocat, je sais, mais c'est l'un des bons. Et il me fait rire chaque jour. S'il te plaît, dis que tu viendras. Bisous, Rebecca. PS serait-ce fou de te demander si tu pourrais envisager de dessiner quelque chose pour moi? J'ai rêvé de porter du Phoenix Rising à mon propre mariage. Natacha sourit malgré elle. L'enthousiasme de Rebecca était contagieux, même à travers une note manuscrite. Elle pouvait imaginer son ancienne colocataire bondir pratiquement en écrivant l'invitation. La même énergie qu'elle avait apportée à tout, des sessions d'études nocturnes aux aventures du week-end en ville. Et la demande de dessiner sa robe de mariée était touchante. Au fil des ans, Natacha avait créé des pièces sur mesure pour plusieurs mariages très médiatisés, mais chacun semblait encore spécial. L'honneur d'avoir la confiance de quelqu'un pour son jour le plus important, la responsabilité de créer quelque chose qui vivrait pour toujours dans les photographies et les souvenirs. Marcus, appelatait-elle à travers la porte de son bureau,
Peux-tu vérifier mon agenda pour le 3 novembre, le mariage de Rebecca Chen? Le 3 novembre est complètement libre, répondit-il, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec son éternelle tablette. Dois-je confirmer votre présence? Oui. Natacha considéra la question. La saison d'automne était toujours chargée avec les lancements de collections de fêtes et la planification de fin d'année. Mais Rebecca avait été importante pour elle autrefois. Elles avaient partagé rêves et peurs durant ces années universitaires, étaient restées éveillées d'innombrables nuits à parler des avenirs qu'elles espéraient bâtir. Rebecca méritait de la voir là pour cette étape. Oui, envoie une réponse et vois si nous pouvons organiser une consultation pour une pièce sur mesure pour la marier. Rebecca Chen, c'est une vieille amie d'université. Bien sûr. Et dois-je prévoir un accompagnant? La question prit Natacha au dépourvu. Elle était célibataire depuis 10 ans, non par accident, mais par choix. Il y avait eu des hommes, certes. Des cadres et entrepreneurs prospères qui appréciaient son intelligence et son ambition. Des artistes qui comprenaient sa vision créative, même quelques célébrités attirées par son histoire de transformation. Mais aucun d'eux ne lui avait inspiré l'envie de risquer l'indépendance pour laquelle elle s'était si durement battue. Pas d'accompagnant, dit-elle. J'emmènerai Emma et Grace si elles sont disponibles. Rebecca adorerait voir comment elles ont grandi. Au cours des semaines suivantes, Natacha se surprit à attendre le mariage avec une anticipation inattendue. Entre les réunions du conseil et les sessions de design, elle commença à esquisser des idées pour la robe de Rebecca, quelque chose qui complimenterait la silhouette petite et la personnalité pétillante de son amie tout en maintenant la sophistication qu'un mariage au Rosewood Country Club exigeait. Lorsque Rebecca vint pour sa consultation 6 semaines avant le mariage, les années fondirent instantanément. Elle était toujours la même femme chaleureuse et effervescente qui avait été la confidente la plus proche de Natacha à l'université, bien que le succès lui eût donné un vernis et une assurance qui lui allaient parfaitement. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est ton bureau », s'émerveilla Rebecca en regardant autour d'elle les fenêtres et les présentoirs soigneusement organisés de pièces Phoenix Rising. « Tu te souviens quand on dessinait des idées de mode sur des serviettes dans ce terrible café près du campus? Le grain, rit Natacha, où le café avait le goût d'eau de vaisselle et le Wi-Fi ne marchait jamais. Et tu disais que tu créerais des vêtements pour de vraies femmes un jour, pas juste pour des mannequins. » Les yeux de Rebecca s'embuèrent. « Regarde-toi maintenant. Tu as changé toute l'industrie. » Pendant qu'elle travaillait sur les options de design, l'excitation de Rebecca à propos de son mariage imminent était contagieuse. Elle parlait d'Alexander avec le genre d'affection rêveuse qui appartenait à quelqu'un vraiment amoureux pour la première fois. Il n'a jamais été marié avant, confia Rebecca alors que Natacha prenait ses mesures. Il m'a dit qu'il attendait la bonne personne et qu'il n'avait jamais cru au mariage jusqu'à ce qu'il me rencontre. N'est-ce pas romantique? Quelque chose dans la formulation tira sur la mémoire de Natacha, bien qu'elle ne pût dire exactement pourquoi. Elle avait entendu des sentiments similaires de la part d'innombrables clientes au fil des ans. Tout le monde voulait croire que son histoire d'amour était unique. « Parle-moi de lui, » dit Natacha, plus par amitié que par curiosité. « Comment est-il? » « Oh, il est merveilleux. Brillant, charmant, il me fait me sentir comme la plus belle femme du monde. » Le sourire de Rebecca était radieux. C'est un avocat d'affaires, associé chez Hartwell, Morrison et Associés. Alexander Stroud. Le maître ruban glissa des doigts de Natacha. Alexander Stroud. Le nom la frappa comme un coup physique, volant le souffle de ses poumons et faisant tourner le studio autour d'elle. Elle agrippa le bord de sa table de travail, luttant pour garder une expression neutre alors que son monde basculait sur son axe. Alex. Son Alex. L'homme qui lui avait dit qu'elle n'était pas assez bien, qui était sorti de leur cuisine parfaite il y a 10 ans, qui avait rejeté leur mariage de 8 ans et leur fille comme des obstacles inopportuns à son bonheur. « Natacha, ça va ?» La voix de Rebecca semblait lointaine, inquiète. « Je vais bien, » réussit à dire Natacha, bien que sa voix résonna étrangement à ses propres oreilles. Juste. Je pensais avoir reconnu le nom. Hartwell, Morrison est un grand cabinet. Oh, tu connais quelqu'un là-bas? Alex dit que c'est un petit monde dans le droit des affaires. Alex dit. La familiarité décontractée de la phrase fit se contracter l'estomac de Natacha. Bien sûr, Rebecca l'appelait Alex. Le même nom que Natacha avait chuchoté avec amour et hurlé de colère, le nom qui avait autrefois signifié sécurité, partenariat et rêve partagé. J'ai peut-être rencontré quelqu'un lors d'un événement de l'industrie, mentit Natacha avec fluidité,
ses années d'entraînement en affaires prenant le relais pour masquer son tumulte émotionnel. Tu sais comment sont ses fonctions d'entreprise. Tout le monde connaît tout le monde. Mais même en parlant, son esprit s'emballait. Alex épousait Rebecca. La douce et confiante Rebecca, qui croyait être son premier véritable amour, qui pensait être spécial parce qu'il n'avait jamais cru au mariage auparavant. Rebecca, qui n'avait aucune idée que l'homme avec qui elle prévoyait de passer sa vie avait déjà passé 8 ans marié à quelqu'un d'autre, avait déjà abandonné une femme et des enfants lorsqu'ils étaient devenus gênants. Il est si différent des hommes avec qui je sors d'habitude, continua Rebecca, inconsciente du séisme interne de Natacha. D'habitude, je vais vers les types artistes, tu sais, mais Alex est si stable, si sûr de lui, il me fait me sentir en sécurité. En sécurité. Le mot était un couteau dans la poitrine de Natacha. Elle s'était sentie en sécurité avec Alex autrefois, avait construit toute son identité autour du fait d'être sa femme, lui avait confié ses rêves et son avenir. Et il avait détruit tout cela avec la cruauté désinvolte de quelqu'un jetant un jouet avec lequel il s'était lassé de jouer. D'une manière ou d'une autre, Natacha réussit à terminer la consultation, prenant les mesures et discutant des détails du design alors que son cœur martelait contre ses côtes. Elle souriait, hochait la tête et donnait les réponses appropriées tout en hurlant intérieurement face à l'injustice de tout cela. Rebecca était tout ce qu'Alex prétendait vouloir, jeune, prospère mais pas menaçante, belle d'une manière conventionnelle, clairement en admiration devant ses réussites. Elle était aussi confiante et authentique, exactement le genre de femme qui croirait ses mensonges sur le fait de n'avoir jamais été mariée, qui accepterait son histoire réinventée sans poser de questions. « J'ai hâte que tu le rencontres au mariage », dit Rebecca alors qu'elle terminait la séance. « Il va être tellement impressionné quand je lui dirai que tu dessines ma robe. » Tout le monde sait qui est Natacha Bigdan ces jours-ci. Natacha Bigdan, pas Natacha Strode. Elle avait légalement repris son nom après le divorce, récupérant son identité en même temps que son indépendance. Pour Rebecca, elle était simplement une créatrice à succès et une vieille amie. Il n'y avait aucune raison pour Rebecca de la relier au passé d'Alexander Strode, aucune raison de soupçonner que la femme créant sa robe de mariée avait été mariée à son fiancé. Après le départ de Rebecca, Natacha s'assit seule dans son studio, fixant les croquis qu'elles avaient créés ensemble. La robe serait belle, élégamment simple, avec des détails subtils qui complimenteraient parfaitement la personnalité de Rebecca. Elle créerait quelque chose de magnifique pour le mariage de son amie, sourirait, célébrerait et prétendrait que son cœur ne se brisait pas à nouveau. Parce que c'est ce qu'elle faisait maintenant. Elle survivait, elle endurait, elle protégeait les autres de la vérité quand la vérité ne ferait que causer de la douleur. Mais en regardant ses croquis, Natacha se fit une promesse. Elle irait à ce mariage. Elle verrait Alex jurer son amour à une autre femme tout en prétendant que son premier mariage n'avait jamais existé. Elle le regarderait promettre l'éternité à Rebecca, tout en sachant exactement à quel point ses promesses étaient vides de sens. Et si l'occasion se présentait, si Rebecca découvrait la vérité sur l'homme qu'elle épousait, Natacha serait là pour aider son amie à comprendre qu'elle méritait bien mieux qu'un homme capable d'effacer toute une famille de son histoire. Le mariage était dans 6 semaines. 6 semaines pour se préparer à revoir Alex, 6 semaines pour décider ce qu'elle devait au bonheur de Rebecca par rapport à ce qu'elle devait à la vérité. 6 semaines pour se préparer à la confrontation qu'elle n'avait jamais pensé avoir, mais qu'elle réalisait maintenant être inévitable. Depuis le moment où il était sorti de leur cuisine il y a 10 ans, Alex Strode pensait qu'il pouvait réécrire l'histoire, qu'il pouvait recommencer à zéro avec une femme qui ne savait rien de sa capacité à la cruauté et à l'abandon. Il était sur le point d'apprendre à quel point il pouvait avoir tort. Chapitre 8, la découverte choquante. Le Rosewood Country Club ressemblait à un décor de conte de fées. Ses terrains entretenus s'étaient transformés en un pays des merveilles automnales de feuilles dorées et de fleurs blanches élégantes. Natacha, assise dans sa Tesla dans l'allée circulaire, regardait les invités en tenue de créateur affluer vers l'entrée, un air d'excitation flottant dans l'air vif de novembre. Elle avait choisi sa tenue avec la précision d'un général se préparant au combat, une création époustouflante de sa dernière collection en soie émeraude profonde qui bougeait comme de la confiance liquide. La robe avait fait la couverture de Harper's Bazaar le mois précédent, et la portée ressemblait à une armure déguisée en élégance. Ses bijoux étaient minimalistes mais frappants, des boucles d'oreilles en diamant captant la lumière de l'après-midi et une montre vintage ayant appartenu à sa grand-mère, un rappel de la force qui courait dans sa lignée. « Maman, tu es incroyable », dit Emma depuis le siège passager, se penchant pour presser la main de sa mère. À 20 ans, Emma avait hérité de l'allure de Natacha et des yeux verts d'Alex, bien qu'heureusement d'aucune de sa capacité à la cruauté.
Elle portait un blazer Phoenix Rising bleu marine sur un caraco en soie, ressemblant en tout point à l'étudiante en commerce accomplie qu'elle était devenue. Grace, maintenant âgée de 18 ans et radieuse dans une robe qu'elle avait conçue elle-même sous la direction de Natacha, se pencha depuis la banquette arrière. « Tu es sûre que ça va ? Tu es silencieuse depuis qu'on a quitté la ville. » Natacha croisa le regard de sa fille cadette dans le rétroviseur, y voyant son propre esprit déterminé se refléter. « Je vais bien ma chérie, je suis juste en train de digérer le fait de revoir quelqu'un de mon passé. » Elle n'avait pas dit la vérité aux filles sur l'identité du marié. Emma et Grace savaient qu'elle avait été mariée avant, savaient qu'Alex était parti quand elles étaient jeunes, mais les détails avaient toujours été gardés minimes et adaptés à leur âge. Elles ne se souvenaient que vaguement d'Alex. Une figure lointaine qui apparaissait occasionnellement pour des visites de garde gênantes avant de disparaître entièrement de leur vie lorsque les exigences de sa carrière rendaient les visites régulières impratiques, comme son avocat l'avait formulé. Pour Emma et Grace, c'était simplement le mariage d'une amie d'université, une occasion de célébrer l'amour et de retrouver de vieilles connaissances. Natacha avait l'intention de maintenir cette version, peu importe ce qui se passerait aujourd'hui. Elles marchèrent ensemble vers l'entrée, les talons de Natacha claquant contre le chemin d'allée avec l'assurance que 10 ans de construction d'un empire lui avaient donné. D'autres invités se retournaient pour regarder, non pas avec la curiosité oisive des invités de mariage se jugeant les uns les autres, mais avec la reconnaissance qui survient lorsque quelqu'un de vraiment important entre dans une pièce. « Est-ce que c'est Natacha Bigdan ?» entendit-elle une femme chuchoter à son compagnon. « La créatrice de mode ? Oh mon Dieu, c'est elle. Elle est encore plus belle en personne. J'ai entendu dire qu'elle est amie avec la mariée. Rebecca doit être tellement excitée de la voir ici. » L'attention semblait surréelle mais gérable. Natacha avait appris à naviguer dans la reconnaissance publique avec grâce, à sourire et à hocher la tête tout en maintenant cette sorte de distance élégante qui décourageait les conversations indésirables. Aujourd'hui, cependant, elle était reconnaissante pour le tampon que cela procurait. Les gens étaient moins susceptibles de poser des questions indiscrètes lorsqu'ils étaient éblouis. À l'intérieur du country club, l'espace de cérémonie avait été transformé en quelque chose de magique. Des chaises blanches disposées en rangées parfaites faisaient face à un autel décoré de cascades florales crème et or. La lumière de l'après-midi traversait de hautes fenêtres, baignant tout dans une lueur romantique et chaude qui aurait dû être belle. Au lieu de cela, pour Natacha, c'était comme marcher dans un cauchemar enveloppé dans des atours de mariage. « Natacha !» La voix de Rebecca résonna à travers l'espace, brillante d'une joie authentique. Elle glissa vers elle dans la robe que Natacha avait créée, un chef-d'œuvre de soie et de dentelle qui transformait Rebecca en une vision de perfection nuptiale. L'ironie de dessiner une robe de mariée pour la fiancée de son ex-mari n'échappait pas à Natacha, mais elle avait néanmoins versé sa fierté professionnelle dans la pièce. « Rebecca, tu es absolument époustouflante, » dit Natacha, et elle le pensait. La robe était tout ce qu'une mariée devait être, romantique sans être surchargée, élégante sans être froide, mémorable sans être ostentatoire. « Je me sens comme une princesse. » Rebecca rayonnait, tournant légèrement pour montrer le mouvement de la robe. Tout le monde continue de demander qui l'a dessiné et je continue de leur dire que j'ai l'amie la plus talentueuse du monde. Emma et Grace restèrent légèrement en retrait, laissant aux femmes de l'espace pour se retrouver, mais Natacha pouvait les voir observer chaque détail des préparatifs du mariage avec l'œil aiguisé de jeunes femmes ayant grandi dans l'industrie de la mode. « Ce doivent être tes filles, » dit Rebecca, se tournant pour les inclure dans la conversation. Je me souviens avoir vu leurs photos dans ce profil de Vogue. Elles sont encore plus belles en personne. Merci, répondit Emma avec la politesse rodée venant des années passées à accompagner sa mère aux événements de l'industrie. Félicitations pour votre mariage. Le lieu est incroyable. C'est vraiment le cas, ajouta Grace. Bien que Natacha remarqua que l'œil d'artiste de sa fille cadette cataloguait les détails, les arrangements floraux, l'éclairage, la façon dont l'espace s'écoulait de la cérémonie à la zone de réception. Je dois aller finir de me préparer, dit Rebecca en vérifiant la montre délicate à son poignet, mais je voulais m'assurer que vous aviez de bonnes places. Vous êtes à la table 4, juste devant, avec certains des collègues d'Alex du cabinet. Ils vont être tellement impressionnés de vous rencontrer. Les collègues d'Alex. L'ironie était presque insupportable. Natacha hocha la tête et sourit tout en se préparant intérieurement à la possibilité de tomber sur des gens qui pourraient se souvenir d'elle lors des événements du cabinet pendant son mariage. 10 ans était une longue période et sa transformation avait été si complète que la reconnaissance était peu probable, mais la possibilité lui nouait toujours l'estomac.
Alors que Rebecca se dépêchait de gérer les préparatifs de dernière minute, Natacha guida ses filles vers leurs sièges assignés. La table 4 était en effet proche du devant, positionnée pour offrir une excellente vue sur la cérémonie. Les autres invités à leur table arrivaient déjà, des professionnels bien habillés qui ressemblaient exactement au genre de personnes qu'Alex voudrait impressionner. Docteur Patricia Mills, dit une femme élégante dans la cinquantaine, tendant la main alors qu'elle s'installait. Je suis au conseil de l'hôpital où le cabinet d'Alex gère nos affaires juridiques. Êtes-vous des amis de Rebecca? Colocataire d'université, répondit Natacha avec fluidité. Je suis Natacha Bigdan, et voici mes filles Emma et Grace. Les yeux du docteur Mills s'écarquillèrent de reconnaissance. La créatrice de mode? J'ai 3 de vos blazers. Ils sont absolument transformateurs. J'ai l'impression de pouvoir affronter le monde quand je les porte. C'est exactement l'intention, sourit Natacha, tombant dans le rythme familier de la discussion sur son travail. C'était un sujet sûr, qui lui permettait de se concentrer sur autre chose que l'anxiété grandissante dans sa poitrine. La conversation fut interrompue par l'arrivée d'autres invités à leur table, un avocat d'affaires nommé James Harrison et sa femme Linda, qui semblaient tous deux impressionnés de dîner avec quelqu'un de la stature de Natacha. Alors qu'ils faisaient la conversation sur la mode et les affaires, Natacha se surprit à écouter d'une oreille les conversations des tables voisines. C'est là qu'elle l'entendit. Alex est si chanceux d'avoir trouvé Rebecca, disait une femme. Qui aurait cru qu'il ferait à nouveau confiance au mariage? L'attention de Natacha s'aiguisa, bien qu'elle gardât une expression neutre en s'efforçant d'entendre davantage. Que s'est-il passé avec sa première femme? Demanda la voisine de table. Oh, c'était terrible. Elle était complètement instable, a fait une sorte de dépression nerveuse après la naissance de leur fils. Alex a essayé de l'aider, mais elle est devenue de plus en plus erratique et paranoïaque. Finalement, elle a commencé à lancer des accusations folles sur sa fidélité, et devenue complètement obsédée par l'idée qu'il la trompait. Le sang de Natacha se glaça. Fils? Quel fils? Quelle horreur pour lui, répondit la seconde femme avec sympathie. Pas étonnant qu'il ait été si prudent dans ses relations depuis. Exactement. Et puis elle a juste disparu un jour, a pris l'enfant et s'est volatilisée. Alex a engagé des détectives privés, a passé des années à essayer de les retrouver, mais elle avait complètement brouillé les pistes. Il a finalement dû accepter qu'ils étaient partis et essayer de passer à autre chose. Le monde bascula autour de Natacha. Elle agrippa le bord de la table pour se stabiliser, luttant pour garder une respiration régulière alors que la rage et l'incrédulité se livraient bataille dans sa poitrine. Alex n'avait pas seulement effacé leur mariage de son histoire. Il l'avait complètement réécrit, se présentant comme la victime d'une femme instable qui avait volé leur enfant et disparu. Sauf qu'il n'y avait pas de fils. Il n'y avait jamais eu de fils. Il y avait 2 filles, Emma et Grace, assises juste ici à ce mariage, non reconnues et inconnues des invités qui discutaient de la tragédie fictive de leur père. Et elles n'avaient pas disparu avec elle. Alex avait simplement choisi de minimiser son implication dans leur vie jusqu'à ce qu'elle devienne inexistante. Maman? La voix d'Emma était calme, inquiète. Tu es pâle. Tu te sens bien? Natacha se força à sourire, à projeter le calme, malgré l'ouragan d'émotions qui la déchirait. Je vais bien, ma chérie. Il fait juste un peu chaud ici. Mais elle n'allait pas bien. Elle se maintenait à peine alors que toute l'ampleur de la tromperie d'Alex devenait claire. Il n'avait pas seulement dit à Rebecca qu'il n'avait jamais été marié. Il avait créé toute une mythologie autour d'un premier mariage raté pour expliquer toute question sur son passé. Un mariage avec une femme instable qui s'était enfuie, jusqu'à ce qu'il rencontre la bonne personne. C'était brillant, vraiment. L'histoire le présentait à la fois comme victime et héros, expliquant les trous dans son histoire amoureuse tout en générant sympathie et admiration de la part de nouveaux amis et collègues. Personne ne se demanderait pourquoi il était resté célibataire si longtemps s'il croyait qu'il avait passé des années à chercher son enfant perdu. Plus important encore, cela effaçait complètement Emma et Grace de son récit. Elles n'étaient pas ses filles abandonnées. Elles étaient des accessoires dans une histoire qui ne reconnaissait pas du tout leur existence. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. La cérémonie va commencer. L'annonce de la coordinatrice de mariage trancha à travers les pensées en spirale de Natacha, la forçant à se concentrer sur le moment présent. Autour d'elle, les invités s'installaient sur leurs chaises avec le murmure excité qui précédait chaque cérémonie de mariage. Rebecca allait bientôt descendre l'allée,
radieuse dans la robe que Natacha avait créée, prête à engager sa vie auprès d'un homme qui avait bâti toute leur relation sur des mensonges. La musique commença. Une guitare classique jouant quelque chose de doux et romantique. Et le cortège nuptial entama sa procession, garçons d'honneur en smoking parfaitement taillé, demoiselles d'honneur en robe fluide qui complimentaient la palette de couleurs choisie par Rebecca. Chaque membre du cortège semblait tout droit sorti des pages d'un magazine de mariage. Et puis Alex apparut à l'hôtel. 10 ans l'avaient changé, l'avaient adouci sur les bords comme la prospérité et le confort le faisaient souvent aux hommes dans la quarantaine. Ses cheveux étaient plus argentés que bruns maintenant, et il avait pris peut-être 10 kilos. Mais il se portait toujours avec cette assurance qu'il avait d'abord attirée à l'université. Il portait son smoking comme une armure, projetant succès et stabilité à la foule de gens qui croyaient connaître son histoire. Lorsque ses yeux balayèrent la foule, ils passèrent sur Natacha sans la reconnaître. Pourquoi s'attarderait-il? Pour autant qu'Alex soit concerné, son ex-femme se débattait probablement encore quelque part, nettoyant toujours des bâtiments ou servant du café, toujours piégé dans la médiocrité qu'il avait toujours cru être son état naturel. Il n'avait aucune idée que la femme assise au 4e rang valait plus que la plupart des associés de son cabinet réunis, qu'elle avait bâti un empire sur les cendres de leur mariage, qu'elle était devenue tout ce qu'il n'avait jamais cru qu'elle pourrait être. Il n'avait aucune idée que ses filles étaient assises à 6 mètres de là, belles et accomplies et totalement méconnues de l'homme qui avait aidé à les créer. Il n'avait aucune idée que sa toile de mensonges soigneusement tissée était sur le point de se défaire de la manière la plus publique possible. La procession de la mariée commença et Rebecca apparut au bout de l'allée comme une vision en blanc. Soie et dentelle, elle était radieuse, rayonnante de bonheur et d'amour, faisant totalement confiance à l'homme qui l'attendait à l'hôtel. Natacha observa le visage d'Alex alors que Rebecca marchait vers lui, vit l'émotion sincère, la joie et l'anticipation qui suggéraient qu'il pourrait réellement aimer cette femme à sa manière limitée. C'était la même expression qu'il avait portée lorsque Natacha avait descendu une allée similaire il y a 15 ans, la même promesse d'éternité qui s'était avérée être tragiquement temporaire. Alors que Rebecca atteignait l'hôtel et prenait les mains d'Alex, Natacha prit une décision qui allait tout changer. Elle allait le laisser prononcer ses vœux, le laisser promettre l'éternité à Rebecca tout en étant entouré de gens qui croyaient à ses mensonges sur son passé. Elle allait le laisser penser qu'il avait réussi à effacer leur mariage et leur fille de l'histoire. Et ensuite, quand le moment serait venu, elle allait lui rappeler, ainsi qu'à toutes les personnes présentes, exactement qui Natacha Strode était devenue et exactement quel genre d'homme Alexander Strode était réellement. La cérémonie allait commencer, mais pour Natacha, le véritable règlement de compte ne faisait que débuter. Chapitre 9, le moment de vérité. Chers amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour être témoins de l'union de Rebecca Chen et Alexander James Strode par les liens sacrés du mariage. La voix de l'officiant portait à travers les invités assemblés avec une chaleur exercée, mais Natacha entendait à peine les mots. Son attention était fixée sur Alex, debout à l'autel dans son smoking parfaitement pressé, tenant les mains de Rebecca comme si elles étaient des artefacts précieux. L'homme qui lui avait autrefois promis l'éternité était sur le point de faire la même promesse à une autre femme, bâtie sur une fondation de mensonges qui effaçait 8 ans de mariage et 2 belles filles. Le mariage est un lien sacré, continua l'officiant, un engagement qui ne doit pas être pris à la légère, mais avec révérence, réflexion, et avec une honnêteté totale sur son passé et ses intentions. Honnêteté totale. L'ironie fit se crisper les mains de Natacha sur ses genoux. Rebecca ne possédait aucune honnêteté du tout, pas sur la véritable histoire d'Alex, pas sur sa capacité à la cruauté, pas sur son habileté à simplement effacer les vérités gênantes quand elles ne servaient plus son récit. Emma bougea à côté d'elle, vérifiant subtilement son téléphone. Grace dessinait dans un petit carnet, capturant probablement les détails des arrangements floraux pour son portfolio de photographie. Les 2 filles étaient totalement inconscientes qu'elles regardaient leur père, un homme dont elles se souvenaient à peine jurer son amour à une femme qui croyait être la première personne qu'il ait jamais voulu épouser. Le couple a choisi d'écrire ses propres vœux, annonça l'officiant, reculant pour leur laisser le centre de la scène. Rebecca commença, sa voix claire et joyeuse alors qu'elle parlait d'avoir trouvé son âme sœur, de la façon dont Alex lui avait appris ce que le véritable amour était, de sa gratitude d'avoir trouvé quelqu'un qui n'avait jamais donné son cœur avant de la rencontrer. Tu m'as dit que tu avais attendu toute ta vie la bonne personne, dit Rebecca, les larmes brillant dans ses yeux, et je me sens si bénie d'être cette personne pour toi. La mâchoire de Natacha se serra si fort qu'elle crut que ses dents allaient se fissurer. Derrière elle, elle pouvait entendre d'autres invités murmurer avec appréciation sur le sentiment romantique, sur combien c'était doux qu'Alex se soit réservé pour le véritable amour. Puis ce fut le tour d'Alex. Rebecca, commença-t-il,
sa voix portant la même confiance lisse qui avait, autrefois, fait croire à Natacha chaque mot qu'il disait. Quand je t'ai rencontré, je pensais savoir ce qu'était l'amour, mais tu m'as montré que tout ce que j'avais vécu avant n'était qu'une pâle imitation de la vraie chose. Mensonge. Chaque mot était un mensonge calculé conçu pour soutenir son récit fictif. Je n'ai jamais cru au mariage auparavant, continua Alex, regardant profondément dans les yeux de Rebecca. Plongeant son regard directement dans celui de Rebecca avec une sincérité apparente. J'ai vu trop de gens se précipiter vers l'engagement sans comprendre ce que cela signifie vraiment. Mais avec toi, je comprends enfin pourquoi on dit que quand on sait, on sait. Les invités poussèrent un soupir collectif devant cette déclaration romantique. Natacha se sentit nauséeuse. Tu es mon premier véritable amour, mon dernier amour, mon seul amour, déclara Alex en portant les mains de Rebecca à ses lèvres. Je promets de passer le reste de ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix en me confiant ton cœur. Premier amour, seul amour. L'homme qui avait autrefois tenu Natacha dans ses bras pendant qu'elle pleurait lors des traitements de fertilité se tenait à 6 mètres de là, prétendant n'avoir jamais aimé personne avant la femme qui portait la robe de mariée que Natacha avait elle-même dessinée. Si quelqu'un a une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas s'unir par les liens du mariage, qu'ils parlent maintenant ou se taisent à jamais. Les mots traditionnels résonnèrent dans l'espace de cérémonie et Natacha sentit le temps ralentir jusqu'à l'extrême. C'était le moment, l'invitation à parler, à révéler la vérité, à briser la belle façade qu'Alex avait construite autour de sa vie réinventée. Le silence s'étira pendant ce qui sembla être une éternité, mais qui ne dura probablement que quelques secondes. Natacha sentait son cœur martelé contre ses côtes, percevait la présence d'Emma et Grace à ses côtés, et pouvait presque goûter la confrontation explosive qui planait au bord de ce moment parfait. Elle se leva, d'un mouvement fluide et gracieux, avec cette assurance naturelle propre à celle qui avait passé des années à commander dans les salles de conseil et lors des défilés. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. 200 paires d'yeux se fixèrent soudain sur cette femme saisissante, drapée de soie émeraude, qui venait d'interrompre la cérémonie. Je m'oppose. Sa voix porta clairement à travers l'espace, calme et contrôlée malgré le brasier d'émotion qui brûlait dans sa poitrine. Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans une eau calme, envoyant des ondes de choc et de confusion parmi les invités. Le visage d'Alex devint livide. Un instant, une lueur de reconnaissance traversa ses yeux, non pas de celle qu'elle était devenue, mais de quelque chose de familier dans son allure, sa voix, sa façon de se tenir. Puis, la confusion obscurcit ses traits alors que son cerveau luttait pour réconcilier la femme puissante et prospère qui se tenait devant lui avec ses souvenirs de la femme au foyer ennuyeuse qu'il avait laissée derrière lui. « Pardon, dit l'officiant, visiblement déstabilisé par cette interruption sans précédent. « J'ai dit que je m'oppose, répéta Natacha, marchant calmement le long de l'allée vers l'autel. Ses talons claquaient contre le sol en marbre dans un rythme régulier qui sonnait comme un compte à rebours vers le jugement dernier. Je m'oppose à ce que cette cérémonie se poursuive sous de faux prétextes. Natacha. La voix de Rebecca était petite, confuse, teintée d'une première pointe de peur. Qu'est-ce que tu fais? Je t'empêche de commettre la plus grande erreur de ta vie, répondit Natacha. Ses yeux ne quittaient pas le visage d'Alex. Elle le voyait essayer de traiter ce qui se passait, observer le moment où la reconnaissance finit par poindre et où la terreur remplaça la confusion dans son expression. C'est tout à fait irrégulier, protesta l'officiant. Madame, je vais devoir vous demander de... De quoi? Natacha se tourna vers lui avec ce genre de présence imposante qui obligeait les dirigeants du Fortune 500 à écouter quand elle parlait. De laisser cet homme continuer à mentir à tout le monde dans cette salle? De laisser mon ami épouser quelqu'un qui a bâti toute leur relation sur la tromperie? Elle se retourna vers l'autel, où Alex avait l'air sur le point de vomir, et où Rebecca les regardait tour à tour avec une alarme grandissante. Rebecca, ma chérie, dit Natacha, sa voix douce mais implacable. Ton fiancé n'a pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de son passé. De quoi parles-tu? La voix de Rebecca se brisa légèrement. Je parle du fait qu'Alexander James Stroud a été marié auparavant, pendant 8 ans, à moi. La déclaration frappa les invités comme un coup physique, des halètements résonnèrent dans l'espace, suivis par ce genre de murmure choqué qui parcourt les foules lorsque l'impensable se produit en temps réel. C'est impossible, balbutia Rebecca, regardant Natacha et Alex avec une confusion désespérée. Alex m'a dit qu'il n'avait jamais été marié. Il a dit qu'il ne croyait pas au mariage avant de me rencontrer. Il a menti, dit simplement Natacha, tout comme il a menti sur le fait d'avoir des enfants.
Alex trouva enfin sa voix, bien qu'elle sortit étranglée et désespérée. « Natacha, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est de la folie. Tu ne peux pas juste. » « Je ne peux pas juste quoi ?» La voix de Natacha trancha son bégaiement comme une lame. « Je ne peux pas juste dire la vérité ? Je ne peux pas juste corriger les mensonges que tu as racontés sur notre mariage, sur nos filles. » Elle fit un geste vers Emma et Grace, qui étaient maintenant debout à leur place, toutes deux l'air stupéfaites mais commençant à comprendre ce qui se passait. Des filles ? La voix de Rebecca n'était plus qu'un murmure. Emma et Grace Strode, dit clairement Natacha, voulant que tout le monde dans la salle entende. Ses filles, les enfants qu'il a abandonnés lorsqu'il a décidé que notre famille n'était plus assez intéressante pour lui. La foule était maintenant en plein tumulte, les voix s'élevaient alors que les gens tentaient de traiter ce dont ils étaient témoins. Certains invités étaient debout, tendant le cou pour avoir une meilleure vue du drame qui se déroulait à l'hôtel. D'autres sortaient leur téléphone, manifestement partagés entre documenter le moment et respecter l'intimité de ce qui était visiblement une révélation personnelle dévastatrice. Ce n'est pas. Je n'ai jamais, commença Alex, puis il s'arrêta, son visage passant par des émotions trop rapides pour être suivi. Natacha, s'il te plaît, parlons de ça en privé. En privé ? Le rire de Natacha n'avait aucun humour. Comme la manière privée dont tu as effacé notre mariage de ton histoire ? Comme la manière privée dont tu as dit à tout le monde que tu n'avais jamais aimé personne avant Rebecca ? Elle se tourna pour s'adresser directement à la foule, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à ce que des salles entières soient suspendues à ses lèvres. Mesdames et messieurs, je m'excuse d'interrompre cette belle cérémonie, mais j'ai pensé que vous devriez savoir que le marié a été quelque peu créatif avec son histoire personnelle. Alexander Strode a été marié à moi, Natacha Bigdan, de 2010 à 2018. Nous avons 2 filles ensemble qui sont assises juste là, au 4e rang. Toutes les têtes se tournèrent vers Emma et Grace, qui restèrent figées sous le projecteur de cette attention soudaine. Emma, toujours la plus posée des deux, leva le menton avec une dignité qui rappelait douloureusement à Natacha sa propre jeunesse. Grace se rapprocha de sa sœur, mais aucune des 2 filles ne détourna le regard de la foule ni n'essaya de se cacher. De plus, poursuivit Natacha, sa voix gagnant en force à chaque mot, j'ai entendu des histoires intéressantes sur son premier mariage avec une femme instable qui aurait prétendument volé son fils et disparu. Je peux vous assurer que cette histoire est une pure fiction. Il n'y a eu ni fil, ni disparition, ni recherche par des détectives privés. Il y avait simplement un homme qui s'est ennuyé de sa famille et a décidé qu'il était plus facile d'inventer une histoire tragique que d'admettre qu'il avait abandonné sa femme et ses enfants. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rebecca fixait Alex avec ce genre de compréhension dévastée qui survient lorsque tout ce que vous croyez sur quelqu'un s'effondre en temps réel. Alex, chuchota-t-elle, est-ce vrai ? La bouche d'Alex s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. Sa façade soigneusement construite se désintégrait, et il n'y avait aucune explication assez lisse pour répondre à la preuve vivante de sa tromperie se tenant devant 200 témoins. Rebecca, je peux expliquer. Expliquer quoi ? La voix de Rebecca devenait plus forte, la colère commençant à remplacer le choc. Expliquer comment tu me mens depuis 2 ans ? Expliquer comment tu m'as convaincu que j'étais spécial parce que j'étais ton premier amour alors que tu as été marié à quelqu'un d'autre pendant 8 ans ? Expliquer comment tu as des enfants dont tu ne m'as jamais parlé ? Ce n'était pas comme ça, trébucha Alex sur ces mots, le désespoir le rendant maladroit. Ce mariage ne comptait pas, Rebecca. C'était une erreur. Nous étions trop jeunes. Ce n'était jamais réel comme ce que nous avons. La gifle résonna à travers le country club comme un coup de feu. La main de Natacha la piqua au contact, mais la satisfaction qui l'envahit valait chaque instant de douleur qu'elle avait enduré au cours des 10 dernières années. Alex trébucha en arrière, sa main volant vers sa joue qui rougissait, les yeux écarquillés par le choc et quelque chose qui aurait pu être de la peur. N'ose même pas, dit Natacha, sa voix mortellement calme mais portant jusqu'au moindre recoin de la salle silencieuse. N'ose pas rejeter 8 ans de mariage comme n'étant pas réel alors que tu te tiens devant les filles que nous avons créées ensemble. N'ose pas prétendre que la vie que nous avons bâtie ne signifiait rien simplement parce que tu as décidé que tu valais mieux que ça. Elle s'approcha de lui, assez près pour que lui seul puisse entendre ses prochains mots, sa voix tombant dans un murmure qui semblait étrangement plus menaçant qu'un cri. Je suis Natacha Bigdan, PDG de Phoenix Rising Fashion. Je vaux plus que ton cabinet d'avocats tout entier. J'ai fait la couverture de Forbes 2 fois et j'emploie plus de 3000 personnes dans le monde.
La femme ennuyeuse que tu as abandonnée est devenue tout ce que tu n'as jamais cru qu'elle pourrait être, tandis que tu es resté exactement le même, un homme médiocre qui ment pour obtenir ce qu'il veut. Elle recula, sa voix s'élevant pour que tout le monde puisse entendre ses derniers mots. Rebecca mérite de savoir quel genre d'homme elle a failli épouser. Tout le monde ici mérite de savoir quel genre de collègues et d'amis ils ont soutenus. Et mes filles méritent que leur existence soit reconnue par leur père, même s'il a passé 10 ans à prétendre qu'elle n'existait pas. Ce qui suivit fut le chaos. Rebecca sanglotait, son jour de mariage parfait en ruine à ses pieds. Les invités étaient sur leur téléphone, certains essayant de réconforter la mariée tandis que d'autres partageaient clairement les ragots qui seraient sur tous les réseaux sociaux en quelques minutes. Le cortège nuptial restait figé comme un tableau, incertain s'il fallait intervenir ou battre en retraite. Et Alex se tenait à l'autel dans son smoking ruiné, la main toujours pressée contre sa joue là où Natacha l'avait giflé, enfin révélé pour ce qu'il était exactement, un homme si petit et égoïste qu'il avait effacé ses propres enfants de l'histoire de sa vie plutôt que d'admettre avoir échoué à quoi que ce soit. Natacha retourna vers ses filles la tête haute, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis 10 ans. La confrontation qu'elle n'avait jamais planifiée était terminée, et la vérité était enfin libre. « Venez les filles, dit-elle doucement en rejoignant Emma et Grace. On rentre à la maison. » Alors qu'elle marchait vers la sortie, laissant derrière elle les ruines des mensonges soigneusement construits par Alex, Natacha ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis la nuit où il avait quitté leur cuisine, une victoire complète et sans compromis. Le phénix avait bel et bien ressuscité, et cette fois, elle avait brûlé tout ce qui était faux sur son passage. Chapitre 10, la douce saveur de la justice. 6 mois après le mariage qui n'avait jamais eu lieu, Natacha se tenait dans la suite exécutive de son magasin phare de Manhattan, regardant les informations du matin, un rituel devenu aussi routinier que son café. La voix du présentateur portait à travers la pièce avec une autorité rodée alors que défilaient les images de l'ouverture du dernier magasin Phoenix Rising à Milan. La magnate de la mode Natacha Bigdan poursuit son expansion internationale avec son 16e magasin hors des États-Unis. La marque Phoenix Rising a connu une croissance sans précédent suite à ce que les médias ont surnommé la confrontation du mariage qui a fait les gros titres dans le monde entier en novembre dernier. Natacha sourit en coupant le son de la télévision avec sa télécommande. L'attention médiatique avait été intense le premier mois après le mariage de Rebecca, mais elle avait appris à la gérer avec la même grâce qu'il avait portée à travers tous les autres défis de son parcours remarquable. L'histoire avait tout ce que les journalistes adoraient, trahison, rédemption, une femme puissante refusant d'être réduite au silence, et assez de drames pour alimenter des mois d'articles de fond sur les relations modernes et la responsabilité des entreprises. « Maman, as-tu vu les rapports de vente de ce matin ?» appela Emma depuis l'autre bout de la suite où elle avait installé un espace de travail temporaire pendant ses vacances d'hiver de Columbia. Elle était officiellement directrice du développement stratégique de Phoenix Rising maintenant, s'étant rendue inestimable lors de ses stages d'été et son travail à temps partiel tout au long de l'université. Les commandes en ligne sont en hausse de 68% par rapport à la même époque l'année dernière. C'est le 4e trimestre consécutif de croissance dépassant les 50%, ajouta Grace, levant les yeux de son ordinateur portable où elle retouchait des photos pour la campagne de printemps. À 19 ans, elle avait pris une année sabbatique avant l'université pour se concentrer sur sa carrière de photographe et aider à documenter l'expansion de Phoenix Rising. Ces images avaient orné les couvertures de 3 grands magazines de mode au cours des 6 derniers mois, et elle avait été acceptée à la fois à Parsons et au FIT pour l'automne suivant. L'entreprise avait explosé au-delà des projections les plus folles de Natacha. La confrontation au mariage avait initialement semblé être un cauchemar de relations publiques, mais en quelques jours, il était devenu clair que l'histoire résonnait avec des millions de femmes qui voyaient leur propre lutte reflétée dans le parcours de Natacha. Les ventes avaient grimpé en flèche alors que les clients se précipitaient pour soutenir une marque qui incarnait l'autonomisation authentique des femmes plutôt que de simplement la commercialiser. Plus important encore, l'attention avait permis à Natacha de lancer quelque chose qu'elle prévoyait depuis des années, la Fondation Phoenix pour les femmes entrepreneurs. L'organisation à but non lucratif fournissait des microcrédits, du mentorat d'entreprise et un soutien émotionnel aux femmes divorcées lançant leur propre entreprise. En 6 mois, elles avaient déjà aidé plus de 800 femmes à lancer des entreprises allant de boulangerie à des startups technologiques. Nous avons 3 autres demandes de prêt à examiner cet après-midi, annonça Zara en entrant dans la suite, les bras chargés de dossiers, son énergie habituelle rayonnant de détermination. En tant que directrice du marketing de Phoenix Rising et co-directrice de la fondation, elle s'était jetée dans les 2 rôles avec la passion qui lui avait fait croire en la vision de Natacha dès le début. La fondation était devenue profondément personnelle pour toutes.
Chaque candidature racontait une histoire similaire à celle de Natacha, des femmes qui avaient été rejetées, sous-évaluées ou abandonnées, se battant pour reconstruire leur vie et prouver leur valeur. La différence était que maintenant, elles n'avaient plus à se battre seules. Sarah Martinez veut étendre son entreprise de traiteur à l'organisation d'événements, poursuivit Zara en s'installant à l'une des tables. Elle dirige avec succès l'entreprise de traiteur depuis 2 ans, depuis son divorce, et elle est prête à passer à l'échelle supérieure. Maria Gonzalez lance une société de conseil pour les petites entreprises. Elle a un MBA et 15 ans d'expérience en entreprise que son ex-mari l'a convaincue être sans valeur. Et Jennifer Wu veut ouvrir un studio d'arts martiaux spécifiquement axé sur l'autodéfense pour les femmes. Chaque histoire était différente, mais les thèmes étaient d'une familiarité déchirante. Des femmes à qui l'on avait dit qu'elles n'étaient pas capables, pas assez intelligentes, qu'elles ne valaient pas la peine qu'on investisse en elles. Des femmes qui prouvaient chaque jour qu'elles étaient toutes ces choses et plus encore. Planifie les entretiens pour la semaine prochaine, décida Natacha. Je veux les rencontrer toutes les 3 personnellement. Son téléphone vibra avec un appel entrant de son assistante. Madame Bigdan, j'ai Rebecca Chen en ligne. Elle dit que c'est personnel. Natacha ressentit un mélange familier d'émotions. Elle et Rebecca s'étaient parlé plusieurs fois depuis le mariage. Des conversations qui étaient guérisseuses pour toutes les deux, bien que leur amitié ait clairement besoin de temps pour se rétablir complètement. Rebecca avait géré les retombées avec une grâce remarquable, remerciant même publiquement Natacha de l'avoir sauvée d'un mariage bâti sur des mensonges, tout en travaillant sur sa propre gêne et son chagrin en thérapie. Passez-la moi. Natacha, j'espère que je n'interromps rien d'important. La voix de Rebecca traversa le haut-parleur, plus chaleureuse qu'elle ne l'avait été lors de leur première conversation, mais portant encore des traces de cette maladresse qui ne disparaîtrait probablement jamais complètement. Jamais trop occupé pour toi. Comment vas-tu? Mieux. Beaucoup mieux, en fait. Je voulais t'appeler parce que j'ai vu la couverture de ton ouverture à Milan, et je voulais juste que tu saches à quel point je suis fier de toi. Pas seulement pour le succès commercial, mais pour avoir eu le courage de parler ce jour-là. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Natacha ferma les yeux, se souvenant du poids de cette décision, du moment où elle avait choisi la vérité plutôt que la politesse, la justice plutôt que le maintien de la paix. Tu méritais de savoir qui tu épousais. Je suis juste désolé que ça ait dû se passer de cette façon. Ne sois pas désolé. Si tu n'avais pas parlé, je serais marié à un homme capable de me mentir en face chaque jour. La voix de Rebecca devint plus forte. J'aurais passé des années à essayer de comprendre pourquoi quelque chose sonnait faux, pourquoi il semblait n'avoir aucun vrai passé, pourquoi il ne voulait jamais parler de sa famille. Tu m'as sauvé de ça. La conversation continua encore quelques minutes, évoquant le nouveau travail de Rebecca dans une agence de marketing à San Francisco et le fait qu'elle se sentait doucement prête à envisager de sortir à nouveau avec quelqu'un. Lorsqu'elles raccrochèrent, Natacha ressentit la satisfaction qui vient des relations capables de survivre à des vérités difficiles et d'en ressortir plus fortes. Son après-midi fut rempli des exigences habituelles de la gestion d'un empire en pleine croissance, revue de design pour la collection d'automne, réunion avec des investisseurs potentiels intéressés par le financement de l'expansion européenne, une vidéoconférence avec l'équipe de Tokyo préparant leur grande ouverture. Mais l'appel qui changea tout arriva à 16h30, juste au moment où elle se préparait à partir pour un événement de la fondation. Natacha, c'est Alex. La voix de son ex-mari au téléphone lui fit l'effet d'un fantôme d'une autre vie. Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis le mariage, bien qu'elle ait certainement entendu parler de lui. Le cabinet d'avocats lui avait discrètement demandé de prendre une retraite anticipée après que le scandale eût fait de lui un handicap auprès de clients qui valorisaient la discrétion. Sa réputation professionnelle en lambeaux, il avait été forcé de recommencer avec un cabinet beaucoup plus petit, traitant des affaires nettement moins prestigieuses. Que veux-tu, Alex? Sa voix était stable, professionnelle, ne trahissant rien des émotions complexes que son appel remuait. Je voulais. J'ai besoin de m'excuser pour tout. Pour la façon dont je suis parti, pour les mensonges que j'ai racontés sur notre mariage, pour avoir prétendu qu'Emma et Grace n'existaient pas, sa voix semblait plus vieille, usée par 6 mois de conséquences. Je sais qu'il est trop tard, mais j'avais besoin que tu saches que j'avais tort. Surtout. Natacha resta assise en silence un moment, traitant des mots qu'elle avait autrefois désespérément voulu entendre. Il y a 10 ans, ces excuses auraient tout signifié pour elle. Il y a 5 ans, elles auraient pu lui apporter un certain sentiment de clôture. Maintenant, elles semblaient presque insignifiantes.
Une note de bas de page à une histoire qui avait évolué bien au-delà du besoin de sa validation. J'apprécie ton appel, dit-elle finalement, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Alex. Je n'ai plus besoin de tes excuses. Je n'ai pas besoin de ta reconnaissance de ce que je suis devenu, ni de tes regrets sur ce que tu as jeté. J'ai eu besoin de ces choses une fois, désespérément, mais j'ai construit une vie, une entreprise et un sentiment d'estime de soi qui ne requièrent pas ton approbation. Natacha, s'il te plaît, je sais que je ne mérite pas le pardon, mais... Il ne s'agit pas de pardon, l'interrompit-elle doucement. Il s'agit du fait que ton opinion sur moi, positive ou négative, n'a tout simplement plus d'importance. Tu m'as dit que je n'étais pas assez bien, et j'ai passé 12 ans à te prouver le contraire, non pas à toi, mais à moi-même. La femme que tu as rejetée comme ennuyeuse et sans valeur est devenue tout ce que tu n'as jamais imaginé qu'elle pourrait être. Elle fit une pause, regardant la ville où elle avait bâti son empire, pensant aux femmes qu'elle avait aidées, aux filles qu'elle avait élevées, à la vie qu'elle avait créée à partir des cendres de leur mariage. J'espère que tu trouveras la paix, Alex. J'espère que tu apprendras à être honnête avec toi-même et avec les gens de ta vie, mais je n'ai plus besoin de rien venant de toi. Je n'en ai jamais eu besoin. J'avais juste besoin de me rappeler qui j'étais avant de laisser quelqu'un d'autre définir ma valeur. Après avoir mis fin à l'appel, Natacha resta assise tranquillement dans son bureau, assimilant l'étrange anticlimax d'entendre enfin les mots qu'elle avait cru un jour nécessaires. Emma et Grace étaient partis pour leur projet de soirée, et Zara était au bureau de la fondation pour examiner les demandes de prêt. Le bâtiment s'installait dans son calme d'après les heures de bureau, mais l'espace de travail de Phoenix Rising restait vibrant de l'énergie des projets en cours et des rêves ambitieux. Elle traversa le studio de design où les croquis de la collection de la saison prochaine couvraient toutes les surfaces disponibles. Les vêtements reflétaient l'évolution de sa vision, des pièces qui célébraient la force sans sacrifier la féminité, des vêtements qui racontaient des histoires de résilience et de croissance, des designs qui aidaient les femmes à se sentir assez puissantes pour revendiquer leur place dans n'importe quelle pièce. À 25 ans, elle avait renoncé à une bourse pour une école de design pour devenir la femme de quelqu'un. À 35 ans, elle s'était retrouvée divorcée et nettoyait des immeubles pour survivre. À 45 ans, elle se tenait à la barre d'un empire mondial de la mode qui employait des milliers de personnes et en inspirait des millions d'autres. La plus grande vengeance n'avait pas été l'humiliation publique au mariage de Rebecca, aussi satisfaisant que ce moment ait pu être. La plus grande vengeance avait été de devenir si magnifiquement prospère que l'opinion d'Alex devienne sans importance, si complètement épanouie que son approbation devienne inutile, si profondément heureuse que son absence ressemble à une liberté plutôt qu'à une perte. Debout dans son magasin phare alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller dehors, entourée par la preuve physique de tout ce qu'elle avait bâti à partir de rien, Natacha réalisa la vérité profonde qu'il lui avait fallu 10 ans pour comprendre pleinement. Elle n'avait jamais eu besoin d'être sauvée, validée ou complétée par quelqu'un d'autre. Elle avait été suffisante depuis le début. Elle avait juste eu besoin de s'en souvenir. Le phénix avait ressuscité, non pas une fois mais continuellement, transformant chaque défi en opportunité, chaque revers en retour en force, chaque fin en un nouveau commencement. Et le feu qui avait forgé sa force continuerait de brûler, éclairant le chemin pour chaque femme ayant besoin de se rappeler sa propre valeur. Emma et Grace n'hériteraient pas seulement d'un empire commercial, mais de la connaissance qu'elles étaient capables de construire tout ce qu'elles pouvaient imaginer. La fondation continuerait d'aider les femmes à transformer leur douleur en pouvoir, leur lutte en succès. Phoenix Rising continuerait de créer des vêtements qui murmuraient aux femmes, « Tu as ta place ici, tu comptes, tu es suffisante. » Et Natacha Bigdan, la fille qui avait cru un jour que l'amour signifiait se faire plus petite, continuerait de grandir, plus brillante, plus puissante chaque jour qui passe, un testament vivant de la vérité révolutionnaire selon laquelle la seule approbation qui compte est celle que l'on se donne à soi-même. Elle éteignit les lumières et rentra chez elle, sachant que demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances de prouver que l'impossible n'était qu'un autre mot pour l'inévitable. L'empire qu'elle avait bâti n'était pas seulement fait de tissus et de fils, il était fait de respect de soi, d'authenticité et de la connaissance inébranlable qu'elle était exactement celle qu'elle avait toujours été destinée à être. Et rien de ce qu'Alex ou quiconque d'autre avait jamais dit ne pouvait changer cette vérité.